quel plaisir de vous retrouver. Je sais que vous avez passé une bonne matinée, que vous vous êtes bien amusé ce matin. J'ai entendu vos rires. Alors je ne sais pas si on va autant vous faire rire cet après-midi, mais en tout cas, on va essayer. on va essayer. Quoique normalement, si on les fait rire, c'est mauvais signe. Mauvais signe. Si vous riez en général dans le polar, c'est qu'il y a un petit souci. L'idée cet après-midi, effectivement, c'est de passer une heure et demie avec Olivier Bal, que vous ne connaissez peut-être pas encore physiquement. Comment ? Eh bien, le voici, c'est lui. Mais en tout cas, ces livres, vous les connaissez sans aucun doute, parce que ce sont des succès de librairie, et puis ce sont aussi des succès de bibliothèque, puisque j'ai cru entendre qu'ils sortaient beaucoup au sein même de vos établissements. Donc l'idée... pour nous cet après-midi, c'est de faire un peu plus connaissance avec vous. On se vous voit, Olivier ? Oui, Philippe, voilà. vous voyons-nous. On va faire un peu plus connaissance sur votre parcours, puisqu'avant l'écriture, il y a eu une autre activité. Et puis, on fera connaissance notamment avec Paul Green, qui est ce personnage que vous avez imaginé et que l'on retrouve dans 3 titres désormais de votre bibliographie. Qui êtes-vous, Olivier Bal ? Ça, c'est fait. Hein. Une première question, c'est vrai que c'est toujours intéressant lorsque l'on voit un auteur, un écrivain, de se dire mais quel a été son cheminement ? À quel moment s'est-il senti légitime à prendre la plume, à raconter des histoires ? Et après, pourquoi choisir tel ou tel type d'écriture ? Donc, je réitère néanmoins ma question. Qui êtes-vous, Olivier Bal ? Ça veut dire qu'avant l'écriture, il y a eu un autre Olivier Bal. Vous avez eu, notamment dans l'audiovisuel, dans le cinéma, d'autres envies. Quel a été votre parcours pour arriver jusque-là ? Alors, je tiens à vous dire, en toute honnêteté, qu'au déjeuner, en blaguant, je discutais avec Philippe en disant c'est quoi la pire question qu'on peut avoir et c'est cette question, c'est qui êtes-vous, Olivier Bal, quoi. C'est vraiment le cauchemar de n'importe qui, je pense. C'est pour ça. Donc merci Philippe, qui sous couvert de mettre ça avec les formes, nous fait une question compliquée. J'en ai quelques-unes sous le coude. Qui suis-je, cher Philippe, qui suis-je ? Alors avant, en petit préambule, je voulais vous dire très sincèrement que je suis très heureux d'être parmi vous, très honoré aussi, il y a beaucoup de monde. C'est un peu impressionnant, vous m'excuserez si je suis un petit peu intimidé au début. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Merci aux bibliothécaires. Et ça, c'est un cri du cœur, parce que je suis un grand amateur de bibliothèque. Vous avez été un havre, un refuge, un salut pendant les temps troublés que nous venons de vivre. J'en ai fait expérience avec mes 2 enfants, 8 et 11 ans. Et durant ces confinements successifs, sans vous, on n'aurait pas eu cette porte ouverte vers tous ces ailleurs. Vous avez été parmi les derniers, les plus résistants à garder vos portes ouvertes. Donc vraiment, de tout mon cœur, merci d'avoir été là pour nous pendant... je parle pour tous les lecteurs de France. D'avoir été là et d'avoir gardé ce lien avec les gens, c'était bien. Bref, qui suis-je ? Ah, mince. Alors, on va peut-être parler sous le prisme de l'écriture, cher Philippe. De l'écriture et peut-être aussi de l'écriture journalistique, parce que l'autre casquette d'Olivier Bal, c'est le journalisme. Ouais. Donc moi, mon parcours professionnel, en effet, moi, je viens du journalisme. J'étais journaliste papier, donc ce qui est quelque chose qui a tendance à disparaître aujourd'hui. J'ai bossé... pas mal d'années dans la presse généraliste, on y reviendra peut-être tout à l'heure à travers la création du personnage de Paul Green, la presse culturelle et de nombreuses années aussi, pendant une dizaine d'années, dans la presse jeux vidéo. Donc moi, j'ai toujours aimé le jeu vidéo, j'ai toujours aimé tous les moyens qui permettent de raconter des histoires, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Je suis un grand amateur de cinéma, je me rêvais un moment journaliste de cinéma, mais malheureusement, j'ai vite déchanté quand j'ai vu que c'était un milieu qui était très fermé à l'époque où je voulais me lancer. C'était très compliqué, ne serait-ce que de devenir journaliste, mais aussi de faire des interviews, de rencontrer des acteurs, des réalisateurs. Moi, la chance que j'ai eue quand je suis devenu journaliste de jeux vidéo, c'est que c'était un milieu en plein essor, en pleine explosion, qui me permettrait d'aller à la rencontre des gens, de passer... je voyageais beaucoup, j'allais dans des studios de création de jeux vidéo. Je ne sais pas si certains sont familiers avec cet univers, mais moi, ce que j'aimais avec cet univers, c'est un univers qui est à la frontière, qui est à la charnière de plein d'univers différents. Je rencontrais des directeurs artistiques, des scénaristes, des réalisateurs, des comédiens qui faisaient donc ce qu'on appelle la motion capture, qui allaient jouer les personnages ensuite, et aussi des programmeurs, des gens... qui ont une manière de fonctionner très différente de la nôtre, mais qui sont aussi passionnants. Donc voilà, un milieu très très stimulant qui m'a beaucoup enrichi. Mais il y avait cette écriture, il y avait l'envie d'écrire, de raconter des histoires qui étaient là sous-jacentes et qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Olivier, lorsque l'on est journaliste, notamment pour les jeux vidéo, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une écriture adapté et au lecteur que l'on essaye de toucher, à la thématique, ou est-ce que finalement, déjà à cette époque, c'était avant tout le plaisir de l'écriture qui était là ? Oui, je réalise a posteriori que même à l'époque, quand à la fin j'étais rédacteur en chef, donc j'écrivais un peu moins, mais quand j'écrivais, j'avais cette envie de vous plonger dans un univers. Donc bien malgré moi, je réalise que déjà j'essayais de raconter des histoires même quand j'écrivais des articles. Et ça devait être un travers. Je pense que ma secrétaire de rédaction, qui est donc la correctrice avec qui je travaillais, devait me maudire parce que j'avais tendance à peut-être
vouloir trop emmener les lecteurs de mon magazine qui étaient là juste pour voir en gros la note que j'avais donnée à un jeu. Moi, je voulais les emmener dans l'univers que j'avais visité. Et voilà. Donc j'avais cette envie, je crois, qui a toujours été là de raconter, quoi. Alors justement, je remonte le fil de temps. Alors, allons-y. Olivier Ball, le gamin, qui était-il? Est-ce que justement, à l'école, les rédactions étaient l'une de vos matières favorites? Est-ce que déjà on vous racontait des histoires? Étiez-vous déjà un familier des bibliothèques lorsque vous étiez enfant? Pourquoi cette envie d'écouter, de raconter des histoires vous-même? Alors, en effet, après, c'est toujours compliqué de revisiter sa vie sous le prisme. Vous voyez, maintenant que je sais que je suis écrivain, j'aurais tendance à dire, ouais, bah, évidemment, j'ai toujours su que je voulais devenir écrivain. C'est toujours plus compliqué, mais il est vrai que par contre, l'envie de raconter des histoires, elle a vraiment toujours été là depuis que je suis môme. Il y a une anecdote qui est rigolote, c'est quand j'étais jeune, quand on faisait les sorties scolaires, on prenait le bus. Et avec mes amis, nous, c'était l'époque des livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si certains ont connu ça chez vous. Et moi, en fait, je faisais des livres dont vous êtes le héros en direct. C'est-à-dire que j'attrapais un copain, le pauvre. T'es dans un manoir, t'as une porte à gauche, une porte à droite. Qu'est-ce que tu fais? Et j'adorais cette sensation de créer et surtout de voir le retour en direct de quelqu'un qui réagit à vos propositions. J'avais eu 8-10 ans, mais déjà, il y a eu cette petite flamme qui s'est dit, mais en fait, c'est quelle magie d'emmener les gens dans un univers. Ensuite, ça me fout les poils d'en parler, excusez-moi, mais ça rappelle, c'est un peu la Madeleine, quoi. Ça rappelle plein de souvenirs. Ensuite, ça a été les expérimentations vidéo, quoi. Ça a été, on va dire, des 10-15 ans. C'était les caméscopes avec les fils de nylon, les fusées, les crashs avec un pétard, le montage à même la caméra. Vous voyez, on faisait retour arrière pour essayer de couper pile poil. Et donc, voilà, cette envie de raconter des histoires à travers des sketchs. Donc, ça a été beaucoup de 10 à 18 ans, 19 ans à travers la vidéo. J'ai toujours vraiment aimé l'image. Et à partir de 18-19 ans, j'ai fait une fac de cinéma. Et j'ai tenté l'écriture scénaristique. Donc j'ai plein de scénarios dans le placard qui sont absolument illisibles aujourd'hui. Très très prétentieux, très verbeux. Peut-être que mes bouquins le sont toujours, je ne sais pas. Et en fait, c'était une époque intéressante entre mes 18 et 25 ans. C'est que j'ai vraiment expérimenté dans plein de trucs. J'ai essayé le scénario, j'ai essayé une pièce de théâtre. Et c'est vraiment, je me cherchais encore et je pense qu'il y avait cet Everest infranchissable du bouquin que je voulais même pas voir. Je détournais les yeux, j'étais mais je pourrais jamais écrire un livre. Tu vois, enfin, vous voyez, cher Philippe, pardon. Ça me semblait vraiment infranchissable. Un livre avant qu'on en écrive un, on se dit c'est pas possible. Mais comment même encore aujourd'hui, des fois quand j'en parle à des gens, ils me disent mais écrire un livre. Alors moi, assurez-vous, j'ai pas une haute estime de mon métier. Moi, je me considère comme un artisan. Je suis plus comme un ébéniste qu'autre chose. Donc je pense que c'est vraiment une question de travail et de temps, de patience, l'écriture. Mais donc, en effet, je me disais, en tout cas à l'époque, mais jamais je pourrais écrire un livre. Et à un moment, il a bien fallu s'y mettre. Ça veut dire que le cinéma semblait plus accessible que la littérature? En fait, le cinéma, ce qui était intéressant, c'est que c'était une écriture assez instantanée. Écrire un scénario, c'est 90 pages, c'est beaucoup de dialogues, de scènes dialoguées. Donc c'est un très bon exercice parce que le dialogue, c'est essentiel. Même dans la littérature, moi j'accorde énormément d'importance à un dialogue. Moi, un mauvais dialogue peut me sortir d'un livre. On pourra parler tout à l'heure, si vous voulez, d'un truc qui me tient très à cœur. Alors, je vais faire de l'anglicisme, je vais faire mon Jean-Claude Van Damme au bout de 5 minutes, ce qui est une honte pour vous, bibliothécaire. Mais il y a une notion qui m'est essentielle quand j'écris, encore plus dans le thriller, c'est ce qu'on appelle en anglais the suspension of disbelief, c'est la suspension de crédulité en français. C'est qu'en gros, à partir du moment où on rentre dans une œuvre, quelle qu'elle soit, on a un accord avec l'auteur ou le cinéaste. On lui serre la main, on lui dit ok, tu veux me proposer ça, je veux rentrer dans ton univers, mais attention à pas aller trop loin, sinon j'arrête de croire en tes règles, en tes lois. Donc quand on va voir un film Marvel, je prends l'exemple extrême, on est d'accord qu'on va voir des gars et des nanas courir en tutu avec des capes et qui vont se mettre des patates et jamais mourir, quoi. Quand on prend un livre, moi il y a des choses qui m'extraient d'un livre. Un mauvais dialogue, un dialogue qui manque de sincérité, un événement qui n'est pas réaliste ou quoi, peut me sortir d'un livre, et c'est ce moment où en fait j'arrête de croire à la proposition, quoi. Bref, je digresse, je vous avais prévenu. Pour que le moment digresser. ça va. Et donc là, ce qui est intéressant, pourquoi le scénario, je pense, m'a un peu apporté, c'est que c'est une écriture très sèche qui va vraiment à l'essentiel. En effet, il n'y a pas trop de décorum, on est vraiment sur une situation en 3 lignes et des dialogues. Donc c'est vraiment une très bonne école. Après, ce qui était intéressant, c'est la pièce de théâtre aussi, c'était une bonne école parce que c'était un lieu. Moi, j'avais fait un décor unique, donc fallait tenir. J'avais 2 personnages et essayer de tisser comme ça des relations qui se construisent et se déconstruisent. Il y avait vraiment, en effet, un petit écheveau à construire comme ça, lentement, qui m'intéressait. Et puis enfin, le roman après. Voilà.
Et pendant toute cette période de l'adolescence... La drogue Ah pardon, je croyais qu'on allait maintenant en Alors, parler. à l'adolescence et en tant que jeune adulte, la drogue, ok, d'un côté, si Oui. on veut, mais est-ce que le livre était néanmoins présent? Est-ce Complètement. que vous restiez un lecteur assidu? Les bibliothèques étaient-elles un lieu que Toujours. vous fréquentiez? Oui, moi j'ai grandi en banlieue parisienne à L'Isle-Adam dans le Val d'Oise. J'avais une super bibliothèque où j'ai vraiment les souvenirs de certains de mes premiers émois de lecture, de découverte. Moi, ce que j'aime dans les bibliothèques, c'est aussi chiner, se perdre et tomber sur ce livre qui vous appelle, quoi. Moi, j'aime les rencontres avec les bouquins. J'ai des très belles rencontres avec des livres. Par exemple, comment ça s'appelle? Ah mince, bon, il va me revenir. Mais bref, j'ai des rencontres de livres, voilà, où vous voyez des livres que vous avez ratés plein de fois dans votre vie, que vous avez voulu trouver, et à chaque fois vous dites, merde, faut que ça me revienne. Mais j'en ai un très précis. Et à un moment, vous allez le trouver en bibliothèque, où vous allez être aussi orienté par un bibliothécaire, une bibliothécaire qui va vous dire, quand vous êtes 12, 14, 15 ans, que vous lui parlez des quelques livres que vous avez aimés, elle va savoir vous orienter et vous donner envie d'aller vers d'autres horizons. Et ça, c'est quand même une richesse que les libraires et les bibliothécaires peuvent avoir, c'est ouvrir ce champ des possibles, quoi, qui est quand même génial. Donc bref. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de moment où la littérature a été un peu mise de Pas côté? trop, peut-être entre les 16-19 ans, quoi, période lycée où voilà, j'avais d'autres intérêts. Mais non, franchement, le livre a toujours été là. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui aimait bien lire aussi, un grand-père qui aimait beaucoup lire et qui me faisait lire aussi des choses qui m'interrogeaient. Hein. Mon grand-père m'a mis en main des livres que je ne devais pas lire, m'a mis en main des livres pas interdits, mais des livres un peu choquants, en me disant faut que tu te fasses ton idée là-dessus. C'était un petit peu une forme de provocation où mon grand-père était un grand esprit et me disait voilà, en fait, à toi de réfléchir. Donc des livres qui étaient politiques, qui étaient politisés. Il me disait bah voilà, il y a certaines personnes qui peuvent écrire tout et n'importe quoi. À toi maintenant de faire ton tri. Mais après, moi, en tant que jeune, mes premiers émois de littérature, étonnamment, ils sont sur deux extrêmes. C'est mes lectures personnelles. Vous avez peut-être pu le découvrir à travers les univers que j'aime bien, mais moi, ça a été évidemment la découverte d'un Stephen King, la découverte d'un Lovecraft, la découverte d'un Edgar Allan Poe, la découverte d'un H.G. Wells, d'un Jules Verne. Mais enfin, c'est se dire que quand on ouvre un livre, c'est partir, quoi. Pour moi, un livre, c'est une fenêtre, quoi. C'est vraiment ça. Et je trouve que Jules Verne, c'est l'un des plus grands auteurs qui peut vous emmener tellement loin, surtout à l'époque, quoi, à tout anticiper, cette écriture ciselée, c'était magnifique. Et à l'inverse, étonnamment à l'école, certains livres qu'on nous forçait à lire, qui moi m'ont bouleversé. Moi j'adorais Molière, j'adorais Racine, j'adorais Corneille, alors que tous mes potes étaient là, mais qu'est-ce que tu nous... Hein, c'était plus dur pour les Balzac, et parce que quand on a 14-15 ans, c'est dur Balzac, tu vois. Même Proust, c'est des auteurs, je trouve qu'on devrait avoir le choix de découvrir. Hein. C'est des auteurs qu'on peut se dégoûter d'avoir dû découvrir trop tôt. Ou alors qu'on peut redécouvrir plus tard. Et c'est ce qui se passe en fait. Hein. C'est ce qui se passe souvent. Mais je trouve que Corneille, enfin les auteurs de théâtre en fait et de tragédie ont cette capacité à saisir encore aujourd'hui. Même Molière, je vois mon fils en ce moment qui a 11 ans qui est en train de découvrir Molière, qui est comme un fou. C'est incroyable. C'est incroyable quand on y pense. Bref. Vous disiez, Olivier, que l'écriture romanesque semblait être un Everest, ouais. Et que finalement l'écriture cinématographique avait peut-être été plus accessible. Je schématise sans doute non, c'est un peu. Tout à fait ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'inconsciemment, l'écriture romanesque, c'était un manque de légitimité? Ah mais complètement, mais que j'ai toujours. Je pense qu'on a tous un petit peu le syndrome de l'imposteur. Même aujourd'hui, après quelques livres, je continue à chaque bouquin à me dire mais dans quoi je me lance est-ce que je vais y arriver? Mais à la base, le premier livre, il est dur, ouais, parce que c'est vraiment nouveau. Est-ce que vous allez pouvoir créer un univers qui soit crédible, des personnages qui soient attachants? On parlera peut-être aussi de tout ça plus tard. Mais c'est vrai que ça semble infranchissable. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des velléités d'écriture ou écrivent. Vous savez de quoi je parle. Il y a toujours un moment où vraiment... moi, j'ai des cycles d'écriture et dans chaque projet, j'ai toujours un moment de désespoir profond. C'est un peu vraiment encore pour faire cette parabole avec l'alpinisme. Il y a vraiment le côté à mi-chemin du sommet où je suis là, mais qu'est-ce que je fous, quoi. Excusez-moi, je parle de manière un peu triviale, mais ça vient du cœur. Mais il y a toujours, moi, au cœur de l'écriture, on va dire un projet d'écriture, moi, me prend un an et demi. Il y a toujours ce moment à 6 mois, je suis à mi-chemin du livre, donc j'ai toute cette énergie, voilà, cette envie de la découverte, du début du livre où je me fais porter par mes personnages, mon histoire. Et j'arrive à mi-chemin et je suis là, mais non, quoi, je me suis lancé. À chaque fois, j'essaie d'écrire un bouquin simple. Ceux qui m'ont lu savent que c'est jamais trop le cas, in fine. Et en fait, j'ai toujours ce petit moment d'espoir où je me dis, ok, j'en ai trop fait pour faire marche arrière, mais j'en ai pas encore assez fait pour me dire, t'es dans la ligne finale.
et puis il y a une émulation, il y a quelque chose, il y a une impulsion qui fait qu'on avance. Mais je pense que ce doute est inhérent et essentiel à l'écriture. Peut-être qu'on pourra en parler aussi tout à l'heure. Mais j'aime bien renvoyer à des questions que vous ne poserez pas. Formation cinématographique, on Oui. l'a bien compris, écriture journalistique Oui. spécialisée dans les jeux vidéo, et puis Ouais. il y a un moment où arrive le premier livre, Ouais. c'est toute la série des Limbes. Limbes en l'occurrence. À quel moment se fait le déclic justement? Pourquoi cette légitimité apparaît-elle plus ou moins évidente? Alors, ce qui est marrant, c'est que mon premier projet qui s'éloigne un peu maintenant de ce que j'écris aujourd'hui s'appelle Les Limbes. C'est un diptyque, c'est 2 bouquins qui sont des thrillers fantastiques autour de l'univers des rêves. C'est des personnages qui se découvrent la faculté de visiter les rêves des autres. Mais quand on parle d'Edgar Allan Poe, de Stephen King, de Jules Verne, on s'y retrouve un peu. Et complètement, mais quelle précision, il est impressionnant, Philippe. Non, mais c'est vrai, c'est fou, hein, il me connaît bien. Et en effet, ces 2 livres ont vraiment été pensés comme une déclaration d'amour, un hommage aussi à tous ces auteurs et ces cinéastes qui m'ont porté, qui m'ont construit. J'avais envie d'abord de leur dire merci avant de commencer à écrire mon petit bout de bouquin, en espérant aussi que mon livre ait son identité, mais j'avais cette envie de leur rendre hommage. Donc en effet, quand on lit Les Limbes, je pense qu'on peut facilement voir les hommages à King, Lovecraft, Edgar Allan Poe, et des cinéastes comme Steven Spielberg, Carpenter, Wes Craven, des cinéastes de l'imaginaire, parce que moi je suis un enfant des vidéoclubs aussi, et mes premiers émois, ça a été le cinéma de genre qui m'a ensuite ouvert vers le cinéma général, mais mes premiers souvenirs, c'est les coups de cœur, encore une fois, sur les jaquettes, à me dire peut-être ce côté interdit aussi, peut-être un peu, quand j'ai commencé à prendre des films, et cette promesse quoi, qui m'intéressait. Donc voilà, ce premier livre, c'était ça. Ce qui m'intéressait avec Les Limbes aussi, ça revient à Jules Verne, donc je suis pas complètement paumé par rapport à ce que je dis. Je vous parlais tout à l'heure de l'amour que j'ai pour Jules Verne, et moi je rêvais à ma toute petite échelle d'écrire un bouquin sur les frontières. Je rêvais d'écrire un bouquin qui emmènerait le lecteur dans un loin, dans un ailleurs. Malheureusement, quand j'ai commencé à écrire mon bouquin, tout avait été dit, raconté, quoi. J'avais pas à faire une fresque de science-fiction, parce qu'il y a après, Herbert, Asimov, comment écrire de la science-fiction. J'allais pas écrire un bouquin qui se passait 20 milieux sous les mers, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai trouvé dans le terreau du sommeil un sujet hyper intéressant, puisqu'on passe tous 30% de sa vie à dormir, et les mécanismes encore du sommeil sont très mystérieux malgré les travaux d'éminents scientifiques et neurologues. Ce qui m'intéresse avec ce bouquin, c'est cette liberté. C'est de me dire, en gros, tu as un canevas complètement ouvert, et ça relie un peu avec l'envie de cinéma, puisqu'il y a beaucoup de mise en scène dans mon livre où les personnages vont créer des rêves ou des cauchemars. Donc il y avait un jeu aussi avec la réalité, c'est que par exemple, il y a des scènes où les personnages se retrouvent dans la tête d'un autre et vont façonner son rêve pour des fins politiques et des fins d'espionnage ou quoi, ou voilà. Il y a de la manipulation dans le livre. Et donc c'était génial pour moi, un jeune auteur, c'est que j'avais aucune limite. Je pouvais faire le livre que j'avais envie d'écrire sans barrière, sans frontières, en toute liberté. Donc ça a été vraiment un cadeau. Alors il y a quand même une limite quand on est un jeune auteur, qu'on écrit son premier manuscrit, c'est qu'il faut le faire lire, et il faut trouver un éditeur, ce qui n'est pas toujours aussi simple. Oui. Donc des fois on est tenté par l'auto-édition. Complètement. Avec ses pièges, ouais. Et puis aussi parfois les portes que cela peut ouvrir. C'est ça. Donc en gros, Les Limbes, je le termine, je l'envoie à des éditeurs. Donc vous imaginez le schéma, hein. On est sur du thriller fantastique dont le concept était quand même de danser entre les gens, vraiment cette envie de surprendre sans cesse. Ça commence comme un roman de guerre, on est au Vietnam en 1970, on passe après sur quelque chose sur la manipulation psychologique, et on glisse lentement vers une forme d'épouvante, avec ce côté très scientifique et en même temps un peu qui part un petit peu, mais en essayant d'être ancré dans le réel. Bref, dans l'édition française, arriver avec un bouquin comme ça, c'est très 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 compliqué. Vous connaissez un peu le milieu de l'édition, c'est assez cloisonné, il faut pas sortir, faut rester dans son cadre. Donc j'ai eu des échanges assez avancés avec des éditeurs, très longs, quasiment 1 an et demi de négo avec un très gros éditeur français, et qui finalement me répondait à chaque fois, oui, on voit avec les équipes marketing, il est dur à positionner votre livre, c'est compliqué. Et finalement, en effet, ma femme m'a ouvert les yeux sur l'auto-édition. Elle m'a dit, on était en 2014-2015, elle me dit, il se passe quelque chose avec l'auto-édition. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? C'est trop? Ah, vous m'entendez mal au fond? Vous m'entendez bien? Bonjour. Ça va? C'est pas trop ennuyant après le déjeuner, là, les petits coups de mou, ça va? Vous voulez que je mette un peu plus la troisième, la quatrième, non? Vous me dites si c'est trop long, vous dites Olivier, tu coupes, c'est long. Quelqu'un dit c'est pénible, j'écouterai. Bref. Il est en pleine forme. Donc en gros, en effet, l'auto-édition à l'époque était moins cautionnée qu'elle l'est aujourd'hui. Et surtout, en fait, ma femme, qui est mon mentor, mon coach et plein de choses, me dit
toi, ce qui compte, c'est aujourd'hui de te confronter à des lecteurs. C'est de en fait savoir si tu es tout seul dans ton univers et tu resteras tout le temps tout seul dans ton univers, ou si peut-être en ce moment même à l'autre bout de la France il y a peut-être quelqu'un qui peut être touché par ce que tu écris. Donc je me suis lancé dans le grand bain. C'était moins la guerre qu'aujourd'hui à l'époque où je me suis lancé, et je l'ai lancé comme ça. J'ai bien bossé mon truc, comme vous le disiez Philippe, c'était une très bonne école, parce que moi la chance que j'avais, c'est qu'en étant rédacteur en chef d'un magazine, j'avais accès à pas mal de métiers, et surtout j'avais une forme de petite expertise dans ce que je voulais. Donc je savais qu'il fallait chiader la couve, je savais qu'il fallait bien travailler son manuscrit, donc j'ai travaillé avec ma secrétaire de rédaction qui m'a vraiment permis d'avoir un bouquin qui était un peu expurgé des fautes, et voilà, que c'était pas, je pense, une vérule, le livre, j'espère. Et en effet, toutes les étapes de communication, de marketing, donc là je me suis retrouvé à me lancer dans les réseaux sociaux, le machin improbable. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de travail d'éditeur, Ouais, sans pour autant être dans une maison d'édition. exactement. Donc j'en voyais les bénéfices et aussi déjà les limites. Euh, le bouquin se lance, il y a un super beau bouche à oreille, il se passe quelque chose, vraiment. Je crois qu'à l'époque, j'ai vendu 15-20 000 exemplaires en auto-édition, donc c'était vraiment chouette. Et il y a eu aussi, évidemment, les éditeurs installés qui commençaient à créer des cellules de veille pour l'auto-édition à l'époque. On était au succès, c'était qui? C'est Aurélie Valogne, je crois. Et donc, quelques rares éditeurs commençaient à se dire, il faut peut-être qu'on regarde, parce qu'en fait, finalement, ça nous évite les comités de lecture. On prend des auteurs qui ont finalement écumé tout ça, et ceux qui émergent, c'est peut-être que leur bouquin n'est pas trop dégueulasse. Et donc, je me suis fait dragouiller à l'époque, mais je me suis dit, sois patient, attends la belle rencontre. Voilà, et donc ça s'est passé avec un jeune éditeur qui s'appelait De Saxus, qui est une personne qui venait du manga et qui voulait lancer une maison d'édition grand format, avec cette envie d'aller vers quelque chose de grand public populaire, un peu comme un Michel Lafon ou un XO Édition. Et il m'a fait la proposition de me dire bah, écoute, tu seras le premier livre, Les Limbes, on va le ressortir, tu seras le premier livre de la maison, et je te signe 3 livres. Moi, comme vous l'aviez peut-être compris, j'étais un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que j'avais fait un peu le tour de mon métier de journaliste de jeux vidéo. Et c'est un peu prétentieux, ça va sonner comme des mauvaises paroles de Jean-Jacques Goldman. Mais je me suis toujours dit des remords plutôt que des regrets. Des remords plutôt que des regrets, c'est pas mal. Et non, mais c'est vraiment quelque chose auquel je me tiens. Je me suis toujours dit, j'ai pas envie de me réveiller à un certain âge et de me dire, tu as raté ce créneau. Tu as eu cet embranchement dans sa vie, et on pourra d'ailleurs en parler par rapport à Paul Green, qui est l'antithèse de ça dans mes livres. Paul Green qui regarde tout le temps dans le rétro, et qui pense toujours à tous ces chemins qu'il n'a pas pris. Moi, à ce moment-là dans ma vie, j'avais cette opportunité de quitter mon job et de me lancer vraiment dans l'écriture. Je me suis dit, bon, à la limite, je préfère me casser la gueule, mais au moins avoir essayé, plutôt que toute ma vie me penser que j'aurais pu essayer. Bref. Donc, je me suis lancé avec cet éditeur de Saxus sur Les Limbes. On était en 2017. Et ça a été le doigt de pied finalement dans le monde de l'édition. Ouais, ça a été vraiment le. Et ça s'est plutôt bien passé, ouais. Puisqu'au-delà des livres déjà vendus en auto-édition, ça a bien marché. Les Limbes connaît aussi un beau succès en librairie avec De Saxus. Avec De Saxus, donc on a sorti Les Limbes, on a sorti Le Maître des Limbes qui fermait ce grand chapitre, qui était vraiment une sorte de grande histoire que je voulais raconter comme ça, qui est un bouquin qui m'a quand même accompagné 12 ans, hein, le projet des Limbes. Après, vous l'avez compris, je travaillais en dilettante, je faisais pas que ça, mais ça a été un gros bébé, quoi, parce que c'était en plus... Le Maître des Limbes, de mémoire, je crois qu'il y a 6 narrateurs, 3 époques différentes, avec cette envie de raccorder les fils entre le premier et le deuxième tome, tout en accueillant les nouveaux lecteurs, quelque chose auquel je tiens même avec mes nouveaux livres. Et donc, c'était un enfer à écrire. C'est un bouquin qui m'a retourné le cerveau. Et en effet, j'avais cette envie après d'aller vers d'autres territoires, qui étaient donc le territoire du thriller et du polar. Alors, on change de registre, effectivement, puisqu'on laisse tout ce qui est un peu fantasy, science-fiction de côté. On change de maison d'édition aussi. On change de maison d'édition. On arrive chez XO, qui est donc là un des monstres de l'édition française. Et puis, c'est la découverte de Paul Green. Alors, pourquoi cette envie de changer d'univers littéraire ? En fait, c'est vraiment moi, je suis porté par mes histoires. Il y a vraiment cette envie d'écouter ce que veulent me raconter mes personnages et mes univers. Donc, je me ferme pas la porte de revenir vers le fantastique un jour. C'est pas du tout l'envie que j'ai aujourd'hui. Mais moi, comme vous l'avez compris, il y a tout un pan dont j'ai pas parlé littéraire, mais en effet, j'ai eu des gros émois littéraires avec la découverte du thriller et du polar, notamment américain, avec James Ellroy. James Lee Burke, Edward Bunker, des auteurs américains qui m'ont fasciné par leur capacité d'écrire des personnages abîmés, complexes, une écriture fine, ciselée, qui va à l'essentiel, le fameux less is more.
qui est vraiment quelque chose auquel je tiens en tant qu'auteur, c'est voilà, vraiment aller à la racine, à l'essence. Moi, en tant qu'auteur, je fais tout pour m'effacer au maximum et pas, en tout cas, j'espère, ne me regarder trop écrire. Et donc, voilà, j'ai été fasciné par ces auteurs. J'ai été fasciné par ma rencontre avec les auteurs français aussi de thrillers. Des personnes comme Franck Tillier, Maxime Chatham, Jean-Christophe Granger, qui ont ouvert la voie des possibles à nous, auteurs, parce qu'ils ont montré qu'on n'avait pas à rougir des auteurs anglophones et qu'on pouvait nous aussi écrire des vrais thrillers qui vous entraînaient très loin dans des mécaniques huilées, des personnages travaillés, hyper documentés. Donc, voilà. Donc, tout ça faisait que j'avais envie d'aller vers le thriller. J'avais envie aussi d'arriver avec peut-être des personnages plus travaillés. Tu vois, je crois qu'encore avec Les Limbes, j'en parlais récemment. Il y a une anecdote dont j'ai un peu honte, mais je peux vous dire à vous. J'en parlais avec une camarade auteur il y a quelques jours en retour de salon. En fait, je réalise, Les Limbes, j'avais encore peur de plein de trucs. Il y a plein de trucs que je n'osais pas faire. Et il y a un truc qui est très intéressant dans Les Limbes, si vous faites attention, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, dans Les Limbes, il n'y a pas de personnage féminin. Aucun. En fait, dans Les Limbes, je trouve l'excuse de dire que ça se passe dans c'est un projet top secret qui se passe avec l'armée américaine, où ces fameux personnages qui ont cette aptitude à visiter les rêves des autres vont se retrouver dans une base secrète en Alaska, enfermés du monde et des autres, entourés d'une équipe de scientifiques qui les encadre. Moi, j'ai justifié qu'il n'y avait pas de femmes en disant, bah voilà, comme à l'époque dans les sous-marins, ils vont être isolés. Du coup, c'est ce qui se faisait à l'époque. Vraiment, historiquement, même en France, il n'y avait pas de présence féminine jusqu'à, je crois, années 87 ou 88. Moi, ça se passe dans les années 70. Je fais, ok, très bien. Mais en fait, la vraie raison, c'est que j'étais très mal à l'aise. Je voulais pas écrire un personnage de femme faire valoir. Je voulais pas qu'il y ait comment on dit en anglais, la demoiselle en détresse, qui soit voilà le sort de. Je me disais, si tu dois écrire un personnage de femme, il faut que ce soit un personnage de femme fort, qui existe en tant que tel, qui a sa justification. Et là, je la trouvais pas dans ce récit. Donc je me suis dit, bah écoute, tu vas pas faire semblant. Tu mets pas de personnage de femme. Et en fait, j'avais encore du mal, voilà, avec certaines choses, une forme de légitimité que j'ai mis du temps à trouver. Et je vais pas dire que je l'ai pas encore aujourd'hui parce que j'adore écrire des personnages de femmes, mais je fais attention plus que jamais. C'est-à-dire que voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. On en parlera parce que dans ce nouveau roman, il y a un personnage féminin qui est important. Comment se fait la rencontre avec Bernard Fixot des éditions XO? Arrivez-vous avec le manuscrit de l'affaire Clara Miller ou est-ce que c'est Bernard Fixot qui vient vous chercher chez De Sexus? Alors, en effet, après les bouquins avec De Sexus, donc j'ai fait Les Limbes et le Maître des Limbes, c'était une maison qui se lançait et tout à son respect, je veux dire, c'est lui qui m'a lancé, j'en serais pas là sans lui aujourd'hui, mais malheureusement, moi, vous l'avez compris, c'était ma vie, c'était ma carrière. J'avais une forme de responsabilité aussi vis-à-vis de ma famille. Il fallait qu'à un moment, ça décolle vraiment. Lui n'avait pas les épaules pour m'accompagner à ce moment-là. Et donc, on s'est séparés, mais dans un bon accord, on continue à se parler, tout ça. Et donc, j'ai essayé de rencontrer de nouveaux éditeurs. Donc, j'ai envoyé ce qui allait devenir l'affaire Clara Miller, qui à l'époque s'appelait En haut des marches. Pour ceux qui l'ont lu, vous pouvez peut-être comprendre ce titre, mais qui finalement n'a aucun sens. Ça pourrait être un catalogue Ikea. Et en fait, j'envoie En haut des marches, je l'envoie à quelques éditeurs. J'ai de la chance, je touche du bois. J'ai des super rencontres avec pas mal de gros éditeurs. Là, c'est le moment où Olivier Ball commence à se la raconter. Vous voyez, il prend de l'assurance, il parle de lui à la troisième personne. Là, on l'a perdu. Et en gros, je suis en égo avec 2-3 gros éditeurs. Et un soir, je reçois un coup de fil à 19h, 20h. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec Bernard Fixot, le créateur de XO, qui est un grand monsieur de l'édition française, qui aujourd'hui a 78 ans, qui est arrivé avec un schéma très disruptif dans le milieu de l'édition, qui a travaillé 15-20 ans chez Robert Laffont, qui a pris les voiles et qui a créé sa propre maison d'édition avec cette envie de créer des romans populaires, accessibles, et qui a donné naissance à des auteurs comme Christian Jacques, Bernard Minier et Guillaume Musso, Mireille Calmel et tant d'autres. Donc petit catalogue et petit nom quand on aime les livres. Et un soir, un mardi soir, je me rappelle très bien, j'étais chez moi, je reçois un coup de fil et j'entends une voix qui fait oui, allô, Olivier. Oui, c'est Bernard Fixot à l'appareil. Il va très très speed. Oui, bon, alors, j'ai lu votre bouquin là, votre truc là. Non, super, bon, super, c'est bien, on aime beaucoup. Ah là, on aime beaucoup ici. Bon, faut qu'on se voit. On se voit. Bon, mais vraiment à ce stade, je me disais c'est un copain qui me fait une blague, un copain qui sait que je veux chercher un éditeur qui se fout de moi et qui fait il va. Alors, on se voit quand? Bon, Catherine, c'est son assistante. Catherine, quand est-ce que... Demain, on se voit demain, 16h, demain 16h. Je raccroche le téléphone, j'étais sonné. Et c'est resté un peu comme ça cette rencontre. Je me suis retrouvé 47e étage de la tour Montparnasse le lendemain,
un peu scotché avec ce type voilà, qui a un charisme assez fascinant, qui vous traverse avec ses yeux bleus et qui vous dit vos quatre vérités en disant oh, c'est bien, bon il y a du boulot, mais franchement on est bien, on va faire un bon livre ensemble, faut qu'on commence ensemble. De toute manière, en gros, sous-entendant, tu peux pas refuser, petit. Je sors 25 livres par an, le dernier qui a refusé, on l'a jamais retrouvé. Donc du coup, j'ai pas refusé. J'ai signé avec eux et on a fait en effet l'affaire, ce qui allait devenir l'affaire Clara Miller. C'était pour le manuscrit de l'affaire Clara Miller. J'étais arrivé avec un écheveau, un projet de livre qui s'appelait Fêlure et qui allait devenir La forêt des disparus, mais qui est un projet qui a beaucoup évolué, on pourra en parler. Et l'affaire Clara Miller, qu'on a bossé ensemble. Et en fait, ce qui m'a vachement touché quand je suis arrivé chez XO, qui est une petite maison, et c'est vraiment sincère, il n'y a personne de chez XO, rassurez-vous, hein, sinon je serais faux cul, c'est que tout le monde avait lu le livre, et il y avait cette envie commune et collective, hein, on en parlait tout à l'heure pendant qu'on déjeunait, c'est quelque chose qui est très fort chez cette maison, c'est de l'attaché de presse au directeur commercial, à la responsable communication, réseaux sociaux, tout le monde est concerné par le destin d'un livre. C'est pas 5 livres qui sortent par semaine, c'est 1 à 2 livres qui sortent par mois, et des livres auxquels ils croient tous. Donc c'est fort et c'est touchant et j'en ai eu la preuve puisque l'affaire Clara Miller est sortie le 12 mars 2020. Le jour de la locution du président de la République qui nous faisait une petite annonce qui nous a tous bien fait plaisir. Et effectivement, la force de cette maison, c'est que malgré tout, le livre a été un succès. Ah, ils l'ont défendu bec et ongle à travers quelque chose qui était complètement nouveau pour eux aussi, c'est-à-dire que tout le monde découvrait... Et on s'appelait très souvent, on était là, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'on a eu 3 jours d'ouverture de librairie, donc vous imaginez, hein, un bouquin sur lequel on bosse depuis 2 ans, nouvel éditeur, énormément d'enjeux. Le bouquin est mis en librairie, super, et là, le monde s'arrête. Moi, j'étais au fond du gouffre. Très honnêtement, j'ai eu quand même quelques jours où j'étais dans mon jardin à regarder dans le vide. Mais j'ai eu la chance d'avoir cette équipe. En fait, au même moment, j'ai eu beaucoup de camarades qui lançaient aussi, auteurs, qui lançaient leurs bouquins dans des maisons avec beaucoup plus de livres et qui ont été pris dans un rouleau compresseur, ce qui est naturel. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait accueillir les livres qui sortaient ensuite. Et au moment de la réouverture des librairies, leurs livres avaient disparu. Moi, la chance que j'ai avec XO, c'est qu'au moment de la réouverture des librairies, ils ont refait une campagne radio, ils ont remis la pression, et résultat, j'en ai vendu 400. Non, je rigole, un peu plus. Un petit peu plus quand même. On est à combien d'ailleurs aujourd'hui de l'affaire Clara Miller ? Parce que je sais plus trop, ouais, on doit être entre grand et petit en poche et tout, on doit être à 30-35 000, c'est bien, c'est chouette. Et puis l'aventure continue puisque le livre est toujours disponible, bien sûr. En arrivant chez XO et en vous faisant connaître aussi par les réseaux sociaux, entre autres, vous entrez dans une grande famille, celle des auteurs de polar. Oh là là, m'en parlez pas. Et justement, ce sont des auteurs un petit peu à part. Ah, des boulets. Moi, je fais tout. Vous ne les aimez pas du tout. Je déteste. Vraiment, je sais pas si quelques-uns... Il y en a qui aiment bien vraiment le polar ici. Ouais, bon. Mais c'est catastrophique, ces gens-là, quoi. Mais vraiment, enfin... On donne beaucoup d'intérêt et beaucoup d'importance à ces fameux là, Olivier Norek, Nicolas Lebel, Henri Lovenbruck, Nico Takian, Alexis Leipsker, Claire Favant. Mais ces gens sont inintéressants. J'ai encore passé la soirée que samedi, je m'ennuie terriblement. Ne les lisez pas. Franchement, lisez de la vraie littérature. Arrêtez de perdre votre temps avec le polar. Je blague. J'adore ces personnes et en effet, j'ai été accueilli à bras ouverts dans ce milieu. Moi, imaginez, premier salon que j'ai fait, ça s'appelait Seuil de Crime, qui est un petit salon créé par des bénévoles géniaux comme tous les salons. Et je me retrouve là-dedans. J'avais même pas encore, j'étais encore plus ou moins en auto-édition, donc j'arrivais limite avec mes valises avec mes bouquins. Premier salon, je me retrouve avec Jean-Luc Bizien, Nicolas Lebel, Franck Tillier, Sonia Delzongle, Amélie Antoine, des noms peut-être qui vous parlent, et Claire Favant. Et en effet, je me retrouve face à Jean-Luc Bizien, qui est un sacré personnage. Et je commence à lui parler. C'est le moment où j'ai pris cette fameuse décision de tout lâcher. Et je me rappelle très bien, il me regarde. Donc lui aussi, hein, qui est auteur à part entière depuis une dizaine d'années. Donc un mec avec un gros bagou, un peu rocker, fan de Springsteen. Il me regarde comme ça. Donc on est face à face dans le train qui nous mène en Alsace. Il me regarde et fait... Mais t'es complètement con de t'être lancé là-dedans, t'es un malade. Il fait après, je blague, je suis comme toi et tout. Et bon, bref, et en effet, ce qui est très sympa dans le milieu du polar, c'est que je crois, alors là, en sortant de cette présentation, vous allez vous dire le contraire, c'est qu'on n'a pas trop le melon, on se prend pas trop au sérieux et on sait d'où on vient. Je pense qu'on a tous eu nos vies avant, peut-être, qui font que quand on arrive dans le polar, on arrive avec notre bagage et comment dire,
peut-être le fait aussi qu'on s'auto-raconte pas dans nos bouquins fait qu'on a une distance aussi avec nous-mêmes qui fait que bon. Et puis au-delà de ça, on aime juste rigoler. Ce que je racontais tout à l'heure à Philippe pendant le déjeuner, c'est que moi, ce qui est marrant, c'est que dans mes premiers salons, quand je connaissais personne, quand on avait des trajets en bus, j'avais tendance, malgré moi, à me retrouver au fond du bus, vous voyez, un peu avec les diplômés du dernier rang, quoi. Et en fait, au fond du bus, on retrouvait tout le temps les auteurs de polar, les auteurs jeunesse et les auteurs BD, quoi. Et c'est comme si naturellement, on s'attirait parce que c'est souvent des gens très cool, très marrants. Et bref, oui, non, on rigole beaucoup. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, dans vos remerciements réciproques en fin de livre, vous vous citez les uns les autres. Ouais. Et puis sur les réseaux sociaux, sur vos pages. Bah ouais, mais après, je passe beaucoup faites trop de temps avec certains d'entre eux, puisque pour tout vous dire, d'ailleurs, je suis avec eux ce soir. En fait, on a monté un groupe on fait du jeu de rôle sous la houlette de Henri Lovenbruck. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu d'Henri Lovenbruck, mais je vous invite à le faire, qui pour moi est un très grand auteur. Qui vient gentiment caresser un Alexandre Dumas dans sa capacité à écrire de manière formidable. Je vous invite à découvrir Le Loup des Cordeliers, qui est son polar historique qu'il a écrit là depuis 2-3 tomes, qui se passe durant la Révolution française. Il a cette capacité à faire vivre la Révolution française, à faire vivre des personnages qu'on a lus, vus, et qui sont, comment dire, couverts de poussière, et à les dépoussiérer, à vous les rendre vibrants de manière remarquable, édité chez XO. Vous voyez, ce sont ces auteurs qui se. Le mec qui se renvoie la balle. Non, mais c'est très sincère. Et bref, j'ai la chance de faire des jeux de rôle. On a un groupe qui s'appelle le Writers Toulouse, dans l'univers de Lovecraft, avec Nico Takian, Nicolas Lebel, Alexis Leipsker, Fabrice Maza, Henri et d'autres. Et on se fait, et Maxime Chatham de temps en temps. Et on se fait en effet des aventures comme ça qui nous ont aussi beaucoup aidés durant le confinement parce qu'on jouait derrière nos ordinateurs, mais toutes les semaines on se retrouvait, on partait loin. On avait une aventure qui se passait dans l'Orient Express à travers l'Europe dans les années 20. Et c'était cette magie d'avoir un conteur né comme Henri Lovenbruck qui avait ce côté. C'était un peu, même si vous n'êtes pas familier avec le jeu de rôle, c'est un peu comme si on se retrouve autour d'un feu, qu'on se racontait des histoires. Il y a vraiment ce côté, la palabre, la tradition du conte et de l'histoire. Êtes-vous resté un grand gamin finalement ? Bah oui, je pense qu'on l'est tous. On a tous un peu le syndrome de Peter Pan quand on écrit des livres à une plus grande ou moindre échelle. On veut continuer à se raconter des histoires, à en créer, à en façonner. Ouais. On va parler de Paul Green, puisque on est arrivé sur l'affaire Clara Miller, il y a ensuite La Forêt des Disparus, et aujourd'hui ce nouveau titre, Méfiez-vous des anges, avec ce personnage récurrent, Paul Green, qui est donc un journaliste un peu désabusé. Vous faites le choix de nous emmener dans l'Amérique des années 2000-2010. Alors d'abord, pourquoi ce choix ? Et l'autre question, comment naît ce personnage de Paul Green ? Alors, on va commencer par Paul Green. Paul Green, ce qui est marrant, c'est que dans l'affaire Clara Miller, c'est un des narrateurs de l'histoire de Clara Miller. Clara Miller, c'est un récit donc polyphonique qui a 5 ou 6 narrateurs. Moi, je raconte mes bouquins pour le moment à la première personne. Tous mes bouquins sont racontés à la première personne. Donc on est aux premières loges avec les personnages, on vit avec eux, on est dans leur psyché, dans leur psychologie. Et je trouve ça aussi intéressant parce qu'aussi pour les phases de tension et de suspense, on a quelque chose de à mon sens, d'assez viscéral. Et donc, dans l'affaire Clara Miller, je vous entraîne dans une sorte de radiographie de la célébrité. On est en 1995, dans les coulisses de la plus grande star au monde qui s'appelle Mike Stills. Et des cadavres remontent à la surface d'un lac à quelques encablures de son domaine où il vit dans le New Hampshire. Et du coup, en fait, je vais répondre à ta première question d'abord, parce que là, ça sera plus simple, de me raccorder sur Paul ensuite. Et en effet, ensuite, on va passer de chapitre en chapitre d'un personnage à l'autre. Le roman s'ouvre sur une interview entre Paul Green, un journaliste, et Mike Stills. L'interview dégénère un peu parce que Paul va aller vraiment chercher la petite bête auprès de Mike Stills qui va couper court, limite appeler les vigiles pour foutre le journaliste qui farfouille un peu trop, le mettre dehors. Et ensuite, on va commencer à suivre Paul, on va commencer à suivre Mike, et ainsi de suite. On va suivre Joanne, l'attachée de presse de Mike, qui est prête à tout pour que l'empire de sa star ne vacille pas. On va suivre Noah, qui est le fils de la star, qui vit dans le domaine complètement fermé du monde, qui s'appelle Lost Lakes. Donc c'est un manoir cintré d'énormes barrières. Il n'a jamais vu le monde extérieur, Noah, il a 11 ans, et il se demande qu'est-ce qui se joue dehors à l'extérieur de ces barrières. Et on suivra aussi d'autres personnages. Et en fait, cette envie, c'était que chacun raconte sa vérité. C'était l'envie de raconter des personnages complexes. On est vraiment sur du roman noir, peut-être pas vraiment sur du thriller. Pour moi, le cœur du récit, c'était vraiment cette psychologie. C'était aller gratter, aller enquêter sur ces personnages, les détester d'un chapitre, les comprendre le suivant et peut-être finir par les aimer ou tout du moins leur pardonner certaines choses. Donc c'est des personnages qui sont tout le temps comme ça sur le fil du rasoir. Paul, alors oui, pour répondre à la question des États-Unis,
Ça y est, on y est. Pourquoi les États-Unis ? Parce que comme vous l'avez compris, on parle ici de la plus grande star au monde. Ce que je m'efforce à faire dans mes bouquins à travers les différentes thématiques, c'est je voulais que dès les premières pages, vous croyiez en l'existence de cette star. Que vraiment rapidement vous dites, ok, Mike Stills existe, il est tangible. Donc j'ouvre chaque partie avec des coupures de presse, des extraits de journaux, comme si voilà, on avait grappillé des informations sur cette fameuse star. Le début du bouquin, c'est cette interview. Ensuite, on va accompagner Mike dans un concert. Je voulais vous donner à vivre ce que c'est de se retrouver sur scène face à son public, d'avoir 30-40 ans de carrière derrière soi, de voir dans le public des gens qui veulent vous ressembler, des fans qui vous adulent, des gens qui vous ont toujours suivi, de se retrouver dans sa limousine avec des gens qui sautent sur votre voiture, qui sont prêts à vous dévorer. Ce qui m'intéressait, et c'est d'ailleurs l'un des premiers dialogues du bouquin, c'est la question que pose Paul à Mike en début d'interview, et la question qui sous-tend ce livre, c'est quand on a tout, quand on se retrouve... Quand on a la richesse, la célébrité, le pouvoir, qu'est-ce qu'il reste à franchir ? Voilà, quand on se retrouve en haut des marches, d'où le premier titre, qu'est-ce qui reste à franchir ? Voilà, donc c'était cette question. Et en effet, je me voyais mal transposer ce récit en France. Parce qu'il y avait une vraie stature internationale. Le mec est acteur, musicien, il est présent partout, il est présent, tout le monde le connaît dans le monde entier. Et en effet, je l'aurais transposé en France, tout de suite, on aurait fait le rapprochement avec un Johnny Hallyday. Et ça m'embêtait un petit peu que ça soit aussi facile. Et aussi, le choix des États-Unis, c'est à la fois... Il y a plein de sous-niveaux dans mon choix des États-Unis, de sous-lecture. C'est que il y a aussi le fait que moi, en tant qu'auteur de fiction, que je revendique ce statut d'auteur de fiction, je fais tout pour m'éloigner de ce que je suis moi au quotidien. Moi, je veux puiser dans des choses qui sont loin de moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller gratter des personnages qui ne sont pas ce que je suis, de m'interroger sur d'autres, de me plonger dans la peau, comme je vous le disais tout à l'heure, de quelqu'un à l'extrême opposé de moi, notamment dans l'affaire Clara Miller. Il y a cette star. Essayer de se mettre dans sa peau, essayer d'imaginer ce que c'est, voilà, comme je vous disais, de vivre avec cette célébrité où tout vous est dû, où vous pouvez laisser tomber votre chemise, il y aura tout le temps quelqu'un qui la rattrapera. D'essayer aussi de me projeter dans un personnage dont j'ai pas parlé, que c'est Eva, c'est-à-dire c'est la fille de Mike, mais qu'on retrouve dans le bouquin en 2006, donc 10 ans après à Los Angeles. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans la poussière d'étoiles quand on est la fille d'eux ? Qu'est-ce que ça fait de vivre dans l'ombre de cette star ? Eva, c'est un ange déchu dans Los Angeles, qui se drogue un peu trop, qui vit dans les excès. Voilà, et moi je suis pas ça. Donc essayer de la rendre crédible, la rendre vivante, de la rendre fragile, voilà, tout ça, ça m'intéresse. Donc j'adore m'éloigner de ce que je suis. Néanmoins, Olivier, les États-Unis, oui, c'est un décor que vous connaissez bien. Oui. Donc je suis pas un escroc total. Je connais très bien les États-Unis parce que j'y ai beaucoup pété le petit liaison dangereuse, pas mal là. J'y ai beaucoup été, oui c'est mieux. Durant ma carrière de journaliste, j'y allais quasiment 1 à 2 fois par mois, notamment en Californie. Je connais très bien New York. C'est mon premier voyage. J'avais 17 ans. Je suis parti 1 mois et demi, 2 mois à Washington, Baltimore et New York. Donc je suis pas complètement illégitime. Pour finir avec les États-Unis, ce qui m'intéresse aussi à travers ce triptyque. Oui. Ou cette trilogie. Cette trilogie, c'est mieux. C'est bien aussi. Triptyque, c'est mieux. Trilogie. C'est que ce qui m'intéresse avec les États-Unis, c'est qu'ils ont tendance à stigmatiser un peu plus les travers de nos sociétés, de manière un peu plus marquée. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes mots que chez nous, mais de manière tout le temps un peu plus appuyée, plus soulignée. Donc moi, vu que j'essaie quand même de raconter des choses en creux dans mes livres, notre rapport à la célébrité dans l'affaire Clara Miller, la société de la peur dans La forêt des disparus et aussi l'endoctrinement, l'emprise dans Méfiez-vous des anges, tout est plus marqué là-bas, ce qui me permet de souligner un peu le trait, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Paul. Alors Paul, parlons-en de Paul, parce que c'est ce personnage que l'on va retrouver sur ces 3 livres, qui est donc un journaliste. Ça, c'est ce qui peut peut-être faire un très léger parallèle avec vous-même, qui en revanche est complètement paumé, ce que vous n'avez pas l'air d'être encore, en tout cas pour le moment. Si. À partir de ce soir peut-être. Oui. Comment est-il ce personnage ? Et justement, pourquoi en faire ce personnage un peu désabusé qui est malmené par sa vie finalement. Oui, tout à fait. Alors Paul, en effet, on le découvre au début de l'affaire Clara Miller. C'est un jeune cinquantenaire qui travaille pour un tabloïd américain qui s'appelle The Globe, qui est un magazine fictif, mais qui est vraiment un magazine, on va dire, vraiment dégueulasse. Et Paul a vraiment cette sensation, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, d'avoir toujours raté les embranchements qu'il fallait prendre.
Donc il passe sa vie à regarder dans le rétroviseur. Et tout dans ce qu'il est trahit et traduit ça. Donc j'avais vraiment cette recherche. Paul, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de musique. Donc il a des tics, on va dire. C'est qu'il est tout le temps dans sa Ford Country Squire. Donc c'est aussi une voiture qui est un peu dans le passé. Même en 1995, vous voyez, c'est le break qu'on voyait beaucoup dans les séries américaines avec les bardages en bois à l'extérieur. Voilà, le cliché de la voiture américaine qui est complètement déglingué dans le bouquin. Et voilà. Et lui, son truc, c'est qu'il passe son temps, il a des cassettes audio, et il passe son temps quand il se pose une question, il met une cassette au hasard, il n'y a pas d'étiquette dessus, et le morceau qui passe, il pense qu'il lui raconte quelque chose sur lui-même. Paul, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de musique des années 60-70, du rock, donc Neil Young, Led Zeppelin, Pink Floyd, les Rolling Stones, évidemment. Les Rolling Stones, c'est une déclaration d'amour aux Rolling Stones, l'affaire Clara Miller. Et donc pareil, il est quand même un peu toujours avec le regard un peu en arrière. Et Paul, c'est quelqu'un de très désabusé parce qu'il passe son temps à rêver la vie qu'il aurait pu avoir. Il est dégoûté du journaliste qu'il est devenu. Il aurait rêvé de devenir un grand reporter, il aurait rêvé de faire des grands sujets. Mais malheureusement, il court les États-Unis à couvrir des trucs un peu sales, quoi. Ce qui est intéressant avec Paul, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, moi je me revendique en auteur de fiction. Mais il y a une exception près, c'est Paul. Paul est peut-être le personnage qui est le plus proche de ce que je suis parce que moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste en travaillant moi-même dans un tabloïd. J'avais une petite vingtaine d'années. Je ne vais pas citer le nom du magazine, ça serait lui faire trop d'honneur, mais vraiment, on est sur la presse people un peu crasseuse. Et j'ai passé 2 ans là-bas. Et c'était terrible, très honnêtement, c'était terrible. Quasiment en venir aux mains avec mon rédacteur en chef à l'époque, parce que je suis arrivé pétri d'idéaux et d'éthique. Je me voyais vraiment comme un journaliste, je voulais vraiment essayer de faire bouger les lignes, de raconter des choses, de dire des choses. Et j'arrivais face à des mecs qui me disaient, écoute, tu vas aller faire une planque pour suivre Julien Doré, qui faisait la Nouvelle Star. Et je me retrouve dans un resto où Julien Doré, un mec vraiment qui avait l'air hyper cool, quoi, qui faisait le DJ, et je recevais des coups de fil, je vous jure que c'est vrai, hein, de mon rédacteur en chef qui était là. Est-ce qu'il prend de la coke? Est-ce qu'il prend... Ah non, il est là, il est gentil, il discute avec les gens. Démerdez-vous, faites-le boire. Et moi je disais, mais non, on va pas le faire boire. Bref, des pourritures qui humiliaient les autres personnes. Dès qu'il y avait quelqu'un d'un peu faible, il le rabaissait, il le détruisait. On bossait 80 heures par semaine. On arrivait le dimanche au bureau, le dimanche, hein. On arrivait le lundi matin après le bouclage avec des cernes comme ça, j'avais 20 piges, pourtant j'avais de la résistance. Et notre rédacteur en chef qui nous disait en début de réunion, bon alors les gars, là, ça serait bien de sortir les doigts, de s'y mettre un peu et de se mettre à bosser. Nous on était là, mais fracassés, donc des souvenirs très durs, très très durs. Et en fait, Paul, pour en finir avec ça, c'est un peu le mec que je serais devenu si jamais j'avais jamais claqué cette porte. Si à un moment je m'étais pas levé pour dire stop, ce que j'ai fait, pour dire je supporte plus ça, allez vous faire voir, je peux plus continuer, et si j'avais pas pris les devants. Et ce qui m'intéressait, c'était ça. C'est jusqu'à quand Paul peut accepter de détourner le regard, de se laisser glisser. À quel moment il va réagir et il va se dire maintenant je veux faire quelque chose. C'est ce qui va se passer dans l'affaire Clara Miller. Évidemment, c'est pas si simple. C'est-à-dire que on croit à une rédemption à la fin de l'affaire Clara Miller. Il y a un peu une fin à la Lonesome Cowboy, un peu western, où on a l'impression qu'il part au coucher de soleil avec sa vieille Ford Country Squire pour des nouveaux horizons. Et finalement, c'est pas tout rose. C'est donc le 3e tome, Méfiez-vous des anges, dans lequel on retrouve Paul Green. Il y a peut-être un point commun dans ces 3 romans, c'est qu'on y parle d'enfermement. Dans le premier, c'est ce domaine dans lequel vit cette rockstar avec son gamin Noah qui n'a pas le droit de sortir. On est enfermé dans un univers doré. Ensuite, ce sont ces disparus dans la forêt. Et là aussi, c'est cette forêt qui les enferme. Et puis, ce sont les habitants de cette petite station balnéaire qui est à côté qui sont aussi enfermés dans leurs préjugés. Et puis là, dans Méfiez-vous des anges, vous abordez notamment la thématique du sectarisme. Il y a l'enceinte où la secte La Voix embrigade ses proies. Pourquoi cette envie de nous parler de l'enfermement, qu'il soit physique ou psychologique? Je crois que la réponse est autour de nous. Non, mais on a tous traversé des moments où c'est un sujet qui nous est arrivé de manière assez frontale, le cloisonnement, l'enfermement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est un sujet qui me tourne autour quand même depuis, en effet, 3-4 bouquins. Je suis toujours fasciné par le huis clos, déjà, comme matière d'écriture, mais aussi par aussi ce cloisonnement mental qu'on peut se créer sans cesse. Donc, comme vous le disiez très justement, la forêt des disparus, c'est sur la société de la peur, c'est sur ces œillères qu'on se met sans cesse. Et jusqu'à quand on peut fermer les yeux sur l'horreur, quelle qu'elle soit, hein, qui se passe autour de nous. Donc
Voilà, ça peut être les réfugiés qui arrivent sur nos côtes et sur nos frontières, et jusqu'à quel moment, on accepte de les voir et de dire voilà, on va s'occuper de vous. Ça fait très donneur de leçons, ce que je raconte. Je suis pas, je m'interroge aussi, j'ai pas de réponse et je suis le premier à ne pas agir. Et aujourd'hui, j'avais envie d'arriver et vraiment d'y aller frontalement sur ce sujet, à travers en effet une thématique qui moi m'interpelle depuis des années, auquel je m'intéresse, c'est les sectes. Les mécanismes d'endoctrinement, l'emprise, comment se construit une secte, comment un kidam peut rentrer dans une secte, perdre son libre arbitre. En fait, voilà, donc c'est un sujet qui me fascinait, sur lequel j'ai travaillé pendant un an et demi en documentant pas mal. Ça, c'est le thème du dernier livre en date dont on va parler. Je crois qu'il y a quelques images, j'aimerais bien qu'on puisse s'installer. Ah, si vous voulez, on peut essayer. Alors, on ne sait pas si ça va marcher, mais on va essayer. On vous a préparé un petit making-of. Alors, l'idée, c'est de vous montrer aussi le process d'écriture. Au préalable, Olivier, vous le disiez, vous faites le choix dans ce qui sont vos 3 derniers romans en date, de faire des romans choraux où chaque personnage parle à la première personne. Oui. Pourquoi cette envie ? Je pense que c'est une... Ouh là là, alors là, vous allez voir mes œuvres, vous avez de la chance. Magnifique. Waouh. Alors d'abord, cette question, pourquoi les romans choraux à la première personne ? Je suis subjugué. Pourquoi ? Parce que vraiment, je pense que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je crois qu'il n'y a jamais une vérité, chacun a sa vérité. Et ce qui m'intéresse vraiment avec le récit choral, c'est que je peux arriver aussi à vous raconter une même scène, parfois vue sous plusieurs points de vue, et qui prend une saveur, une réalité différente. Ah, je peux rester assis en fait, c'est super. Très bien. Et j'aime en effet plonger les lecteurs au cœur de mes personnages. Moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est quand des lecteurs viennent me voir en me disant voilà, j'ai été touché par Paul. Voilà, j'ai eu l'impression qu'il était vivant. Et je trouve que grâce à la première personne, vous êtes avec lui, vous vivez avec lui. Il n'y a plus de filtre. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je prends un peu de recul en tant que narrateur. J'efface une forme de distance qu'on peut créer. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le lecteur et le personnage. En fait, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Donc, le making-of. Ouh là là. Vas-y. Alors, je rappelle que l'affaire Clara Miller, nous étions donc chez cette rockstar qui vivait dans son domaine. Et New Hampshire et New York. Surtout. Et un lac à proximité d'où vont sortir de façon récurrente des victimes, des cadavres. Et on va essayer de comprendre un petit peu quel est le lien. Et c'est comme ça qu'on fait connaissance avec Paul Green. Et puis Paul Green, on le retrouve dans une autre aventure. Là, il est parti dans un autre coin des États-Unis, dans une petite ville balnéaire. Et à côté de cette cité, de cette station, il y a une forêt, la fameuse forêt des disparus. Et puis il y a des dessins. Alors est-ce que les dessins viennent avant l'écriture ou pendant l'écriture du roman ? Alors oui, parce que ça c'est une forêt. Voilà, désolé, je suis pas dessinateur. Non, c'est pas mal. En effet, là on est sur des. J'ai ramené deux petits dossiers. Il y en a un qui est sur donc la forêt des disparus et l'autre sur Méfiez-vous des anges en avant-première mondiale. J'ai jamais montré à personne. Je ne sais pas si je devrais. Donc là, on est sur la forêt des disparus. La forêt des disparus, donc le lieu d'action qui est un personnage à part entière du livre, c'est la forêt de Redwoods dans le bouquin. C'est une forêt de séquoias géants. Et pour vous répondre, je dessine pas beaucoup, mais j'ai toujours un carnet à côté de moi pour faire des croquis, des recherches de design, des recherches de choses. Et ce que j'aime bien avec le dessin, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, c'est que c'est toujours compliqué pour un auteur d'essayer de trouver un peu de recul sur ce qu'il écrit. On est dans le bain, moi je suis tout seul, je fais que ça, vous l'avez compris depuis 5 ans. À part ma femme que j'harcèle et que j'embête tous les soirs pour lui raconter où j'en suis, et elle en peut plus, mais elle est gentille, elle fait semblant de m'écouter. Il y a un moment, il faut trouver le moyen de prendre un peu de recul sur son livre, de s'en détacher un petit peu et de voir ce qu'on est en train de construire. Moi, j'ai plusieurs moyens, j'ai plusieurs artifices pour faire ça. L'un d'eux, c'est le dessin. Donc de temps en temps, je prends un stylo, un crayon. Là, c'est au stylo. Je dessine au stylo. Et j'aime bien faire des petits croquis pour essayer de trouver une ambiance, une couleur, quelque chose. Là, c'était vraiment un truc que j'ai fait, je crois, quasiment à la fin du livre. C'était pour voir un peu l'ambiance, séquoia géant. Voilà, la mousse qui recouvre tout. Il y a un côté, il y a une déliquescence. Ce que j'aime bien, c'est cette forêt qui se nourrit d'elle-même aussi, que j'aimais bien. Vous voyez, il y a des troncs partout. Et c'est quelque chose, les fougères. Quand on lit La forêt des disparus, il y a vraiment cette sensation de cette nature qui dévore, qui s'arrête pas. Il y a en fait chaque personnage a un rapport différent à la forêt dans le bouquin. Il y a 3 personnages. Il y a donc Paul qui vit comme un ermite depuis 5 ans à cause de ce qui s'est passé dans l'affaire Clara Miller.
qui s'est fermé au monde et qui, lui, voit cette forêt comme une barrière, une protection de l'extérieur. Il y a Lorraine, qui est l'adjointe au shérif en charge de l'enquête des disparus, qui, elles, se sont assez oppressées par cette forêt qui, chaque année, prend plusieurs randonneurs qui disparaissent et ne sont jamais retrouvés. Pour des raisons personnelles aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas très bien dans ses baskets et qui voit cette forêt comme quelque chose qui dévore de manière comme ça, lente, le monde. Voilà. Et il y a Charlie, qui est une jeune ado, qui est une gamine très solitaire, un peu abîmée aussi, et qui, elle, voit cette forêt comme un refuge et un lieu d'émerveillement, en tout cas au début du roman. Et donc j'aimais, en fait, c'est ce que j'aime avec la forêt, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que je lisais un livre, on en parlait tout à l'heure, L'Arbre Monde, qui a une citation que j'ai lue hier, c'est pour ça que c'est frais, qui dit que les bûcherons, a priori, avaient une phrase qui disait, quand ils coupaient des arbres en forêt, ils apportaient de la lumière dans les ténèbres. Et en effet, je crois que la forêt, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on est tous fascinés par la forêt ? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe dans les forêts, quelque chose qui nous dépasse. C'est pas, on ne contrôle pas la forêt. Et nous, les humains, malheureusement, on aime bien contrôler quand même. Et donc, c'était un terrain fascinant de travail. Ce qui est marrant, c'est qu'à la même période, j'ai pas mal de copains auteurs qui ont aussi fait des bouquins qui se passaient en forêt, notamment Bernard Minier. La chasse se passe aussi vachement en forêt, dans les forêts du sud-est. Sud-ouest. Et donc voilà. Donc ça, c'était juste, franchement, c'est un dessin. On peut peut-être avancer. Il y en a une autre, oui. Ouais, il y en a d'autres. Là, c'était marrant. C'était donc en effet faire le panneau d'accueil de Redwoods quand on arrive sur l'autoroute. Imaginez le premier contact qu'on a avec cette petite communauté de Redwoods. Donc des séquoias puisque vous le géants. disiez, Redwoods est cette forêt où les randonneurs ont des chemins qui sont balisés. Voilà, donc on va le voir après. Mais dont ils s'échappent de temps en temps. Voilà, donc fondé en 1861, parce que vraiment l'histoire de la forêt disparue, c'est vraiment aussi... Est-ce que là, c'est l'amateur de cinéma aussi qui je pense, projette un petit peu dans ce que pourrait être l'adaptation ? Oui, peut-être. Et puis je m'amuse, moi, ça c'est un jeu, quoi. Vraiment, c'est vraiment un jeu qui m'amuse, parce que c'est aussi rentrer dans une forme de réel, quoi. C'est sortir des mots et arriver sur une autre dimension. On peut continuer, cher ami. Et alors voilà, ça c'est le gros morceau. C'est le plan de la petite ville qui jouxte la forêt de Redwood. Donc là, je me rends compte que je suis un peu un dangereux psychopathe. Donc là, pour le coup, je l'ai écrit vraiment plutôt au terme du bouquin. Je l'ai dessiné, pardon. Et en fait, c'était l'envie de prendre encore une fois du recul et de me dire, est-ce que la topographie, la géographie que j'ai imaginée en bouquin est cohérente ? Est-ce que cette ville que j'ai complètement imaginée, qui n'existe pas, mais qui se nourrit vraiment des architectures types des villages du nord de la Californie et de l'Oregon, donc vraiment communauté côtière, donc l'océan Pacifique, et tout autour cette forêt qui est omniprésente, la construction en bloc à l'américaine, vraiment on est sur le truc comme ça, le port, l'île Kellen qui est là-bas, qui aura une grosse importance. Alors là je vais me lever, c'est plus sympa. Et en fait c'est tous les lieux emblématiques du bouquin, et je m'étais même pris la tête à me dire, voilà, typiquement là il y a la maison de Lorraine qui est l'adjointe au shérif, là-haut on a la cabane de Paul. Je crois que la maison, elle est là, la maison des Sanders, c'est la maison de Charlie. Et en fait, c'est intéressant pour voir quand je raconte des déplacements en voiture ou quoi, est-ce que c'est cohérent les temps de trajet par rapport à ce que je raconte. Après, je suis pas un GPS non plus, mais c'est vrai que j'ai une écriture qui va souvent dans le détail, sans être. J'évite le piège comment dire. J'évite d'être trop descriptif. Je me méfie de la surdescription. Je respecte l'intelligence du lecteur et j'aime bien que les lecteurs imaginent aussi leur propre univers. Mais il est important quand même d'avoir une forme d'exactitude. Et là, ce qui est marrant, c'est que j'ai même poussé le vice, vous voyez, à même faire les sentiers de randonnée. Là, on voit la Pilgrim's Trail, donc le sentier du pèlerin. Tac, tac, qui monte là-haut. Là, on peut rejoindre le Miner's Trail, le Tall Tree Trail. Là, il y a Grove Canyon qui est un lieu important, l'Arbre Rouge et les vestiges de la mine hydraulique et du village effondré. Donc, et ce qui était moi, ce qui était intéressant, c'est de voir si finalement tous les lieux trouvaient un sens, trouvaient leur place. Et donc, c'était vraiment un exercice hyper intéressant. Pour la petite anecdote, ce plan se retrouve dans la version poche de La Forêt des Disparus chez Pocket. Donc, c'est plutôt rigolo parce que j'en suis pas si fier que ça, donc j'assume pas des masses en fait. Vous pouvez quand même postuler en office de tourisme. Voilà. Au pire, non, ce que je me disais à un moment, c'est que j'aurais pu devenir guide touristique de cette ville qui n'existe pas, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais bon. Et alors parallèlement à cela, pour les personnages, comment travaillez-vous, Olivier ? Faites-vous avant l'écriture justement, avez-vous des notes sur la psychologie de chacun d'entre eux ? Complètement, un peu de la même manière. J'ai vraiment sur les caractéristiques physiques peut-être aussi. Oui. J'ai une fiche descriptive qui se nourrit et grandit au gré du roman, et sur laquelle j'ai vraiment les traits particuliers de mon personnage, son arc narratif aussi, c'est-à-dire au-delà de l'histoire elle-même,
il faut que dans mon livre, mes personnages traversent, évoluent, se transforment, en bien ou en mal, mais en tout cas qu'ils aient un parcours émotionnel que vous allez suivre avec eux. Sinon, moi, je me suis toujours dit, et on en parlait aussi, mais il n'y a pas de bon thriller s'il n'y a pas de bon personnage. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai lu des thrillers à la mécanique incroyable, remarquable, mais dont je me moquais des personnages. Du coup, j'avais pas d'empathie. Du coup, il pouvait leur arriver n'importe quoi, je m'en moquais. Les flics implacables, intrépides, qui ont toujours un coup d'avance sur le tueur en série. J'aime parfois les lire, mais j'aime pas les écrire, quoi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vraiment ces personnages qui sont fragiles, qui sont humains. Là, dans ce bouquin, c'est la première fois que je m'intéressais à une flic. J'ai jamais eu de personnage policier. Vous voyez, tout le temps, c'était des journalistes ou des personnages qui sont pas vraiment liés à des éléments d'enquête. Là, c'est la première fois que j'ai une femme policière, on peut même dire. Et ce qui m'intéressait avec elle, c'est qu'elle est adjointe au shérif d'un petit bled. Elle a jamais été vraiment à même de travailler sur une enquête énorme. Et même elle se sent complètement dépassée par ça. Voilà, moi j'aime mes personnages parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se trompent. Ils peuvent faire fausse route, ils sont faillibles, ils sont fragiles, et c'est ce qui, pour moi, les rend intéressants, en tout cas, à travailler. Donc oui, je développe pas mal tout ça, et c'est une étape qui est hyper intéressante quand tu vois la naissance d'un personnage, quand il se dessine, quand, encore une fois, je relie tout ça au métier d'ébéniste, aussi de travail du bois. Il y a vraiment ce côté, quelque chose qui se dessine au fur et à mesure, quoi, qui s'affine aussi page après page. Alors, on peut continuer, on continue le machin oui. ou la main. Donc là, on est encore zoomé, sur... là. C'est zoomé, là. Alors là, ça c'est bien barré. Ça c'est bien barré. Ça, c'était la carte mentale de ce qu'allait devenir La forêt disparue, donc qui s'appelait Fêlure, qui était un autre roman, qui se passait déjà un peu en Oregon et tout. Mais ce qui était intéressant là, c'est que je me suis laissé couler par le dessin. C'est un peu perturbé quand même. Hein. Ouais. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir la place qu'allait avoir chaque lieu. Donc là, on a le centre-ville, là, on a la mine hydraulique, là, il y a le crâne, qui est quelque chose qu'on retrouve un peu dans le bouquin. Là, il y a cette fameuse forêt avec ce personnage étrange. Il y a l'île qui est déjà là. Il y a des logos, des trucs. Il y a le cimetière de bateaux. Et en fait, c'était intéressant de voir la place que prenait chaque décor dans ma tête. Voilà. Encore une fois, le moyen de transposer ce que j'ai là sur du papier, ça me permet de prendre un peu de recul. Voilà. Et on peut enchaîner parce que ça, c'est un autre. Ouais, ça, c'était des recherches de design. Donc ça, c'est Ascafroa. Bon, alors là, je vous spoil, comme diraient nos amis anglo-saxons, si vous n'avez pas lu La forêt disparue. Mais en fait, moi, ce que j'aime dans un bouquin, c'est toute cette étape de documentation, vous l'aurez compris. En tant qu'ancien journaliste, j'aime passer 1 an sur un sujet, apprendre, en fait, découvrir des choses. Et je me dis, si ça m'intéresse, peut-être ça intéressera les lecteurs. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'à travers La forêt disparue, on va aller creuser l'histoire des États-Unis, remonter jusqu'au temps des pionniers et comprendre les racines du mal, pour le coup. Et donc, bah voilà, là, il y a un symbole qui revient, qui est cet arbre étrange au gré du livre, et ces runes, qui sont des runes qui existent pour le coup, et donc j'ai bien galéré à les retrouver parce que c'est des runes qui sont typiques d'une région de Norvège dont est originaire le personnage principal, Kellen, qui est le fondateur de cette communauté en 1850-60. Et donc, j'ai dû aller retrouver les runes vraiment qui existaient dans cette région, parce que les runes dans les pays nordiques ont changé au gré des époques. Il y en a certaines qui ont disparu, qui ont été retrouvées. Bon, aujourd'hui, grâce à cette formidable bibliothèque, en plus de vos services, qui est Internet, j'ai pu retrouver des archives de livres écrits en allemand. Et j'ai retrouvé, en effet, donc ça veut dire Ascafroa, là-haut. Voilà, on peut continuer. Et là, donc ça, c'est un autre outil qui est marrant. Alors, je ne l'ai pas fait sur tous mes bouquins. Non, mais il est malade. Là, ce qui était intéressant. Ça nécessite des explications. Ouais, je vous explique. Ça, c'était, on va dire, c'est l'électrocardiogramme du livre. Ce qui m'intéressait là, c'était essayer de trouver le rythme du livre, encore une fois, prendre du recul. Donc, tous les chapitres, tac, prologue, 1, 2, 3, 4, 5, là il n'y a que la moitié, on est jusqu'au chapitre 27. Et des niveaux d'intensité jusqu'à 6, on va dire. Et trois facteurs différents que je me suis fixé de manière complètement arbitraire et subjective. C'est en noir, c'est l'intensité, en rouge, les révélations, et et en bleu, la psychologie. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des courbes un peu harmonieuses. C'est qu'en gros, si sur un chapitre je suis fort en intensité, typiquement le prologue, bam, je veux vraiment que dès les premières lignes, vous soyez happé par le récit, vous dites, qu'est-ce qui se passe, mais dans quoi je me retrouve entraîné. Évidemment, premier chapitre, intensité forte, par contre, psychologie basse.
c'est pas grave. Ce que je voulais pas, c'est qu'on se retrouve avec un trop long segment où soit tout est en haut, soit tout est en bas. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il y a un temps mort dans mon livre. Là, ce que j'aime bien, c'est que ça danse. Vous voyez ? C'est assez harmonieux. Il y a pas trop de temps mort. On sent quand même que là, tu aurais pu un peu plus bosser, Olivier, quoi. Entre le chapitre 3 et 6, ça doit être un peu, voilà, faudra les sauter quand vous les lisez. Mais en tout cas, non, c'était un exercice qui était très intéressant. On a tous nos petits outils. Certains ont des choses beaucoup plus professionnelles que moi. Je crois que des personnes comme Franck Tillier ont des outils vraiment poussés. Moi, j'aime bien ce côté un peu artisanal aussi. Voilà, un papier, un crayon. Et puis, en fait, tout simplement, ça m'a permis quoi ? Ça m'a permis de reprendre mes chapitres et de les analyser un peu en retrait, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a fini sur la forêt des disparus, non ? Voilà. Alors justement, après la forêt des disparus, il y a Paul Green qui a mené cette enquête pour savoir que devenaient ces randonneurs qui se perdaient dans la forêt de Redwood. La fin du roman est compliquée, il y a cette relation avec cet ado Charlie. Et puis on va retrouver donc notre journaliste Paul Green, cette fois-ci à Los Angeles. Vous nous aviez emmenés dans une forêt de l'Amérique profonde et nous voici cette fois-ci à Los Angeles. Nous sommes au début des années 2000 et il y a là encore l'envie à la fois de nous parler de cette ville du cinéma, de cette cité de l'illusion et des mirages et puis aussi des bas-fonds de Los Angeles. C'est un coup de cœur pour Los Angeles et c'est aussi pour nous montrer ce qu'est Los Angeles, la réalité de la ville. Alors un coup de cœur, oui et non, parce que donc j'y ai beaucoup voyagé pour le coup dans les années 2000. En tout cas, un hommage à cette ville que vous aimez. Voilà, j'y ai beaucoup voyagé dans les années 2010 au moment où se passe le bouquin. Et plusieurs choses m'avaient marqué à l'époque. C'est que c'était déjà Los Angeles, il faut imaginer que c'est une ville tentaculaire qui s'étend sur 600 km, je crois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plus on la visite, plus elle nous échappe. C'est vraiment une ville qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas capter. C'est une ville, c'est le règne de l'automobile. Moi, je me rappelle, je faisais des voyages de presse avec d'autres journalistes européens. Et au sortir d'une visite d'un studio de jeux vidéo, on avait rendez-vous pour dîner le soir et on commence à marcher. Et il y a vraiment les voitures qui ralentissaient et les gens qui disaient mais vous allez où ? En fait, personne ne marche là-bas. Vraiment. Et en une soirée, vous allez prendre une voiture ou un taxi 3 fois 1 heure pour aller d'un endroit à l'autre. Donc c'est une ville voilà qui. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec Los Angeles, c'est que il y a autant de villes que de quartiers. Il y a des ambiances radicalement différentes. Et c'est une ville qui est très verticale aussi. C'est pas spécialement qu'il y a des buildings comme Rio de Janeiro ou des endroits comme ça. C'est que c'est une ville qui est verticale par rapport au relief. C'est l'élite est sur les collines. Toutes les grandes maisons sur les collines, c'est donc les collines d'Hollywood, mais toutes les autres aussi. C'est au-dessus de Melrose, au-dessus les quartiers de Santa Barbara. C'est vraiment le cliché des maisons années 60-70, les grandes baies vitrées, les piscines à débordement. Et à côté de ça, en bas, moi à l'époque, et je parle beaucoup de ce coin-là dans le bouquin, je connaissais bien le quartier de Downtown, qui est le quartier historique de la ville, qui est très beau, mais qui à l'époque était vraiment délaissé. C'est donc des grands immeubles art déco somptueux, des anciens théâtres complètement abandonnés, qui à l'époque, moi quand j'y étaient souvent transformés en églises évangéliques. Donc vous passez devant des théâtres où il y a quand même écrit Believe in God, le salut est dans Dieu. C'est quand même assez marrant de voir ça dans un cinéma ou dans une salle de théâtre ou pas. Et beaucoup de sans-abri. Et c'est ce qui m'avait marqué à l'époque, plus encore qu'en France. Donc ça rejoint ce que je disais par rapport aux mots qui sont plus soulignés là-bas. On a les mêmes détresses, on a les mêmes déshérités en France et en Europe, mais là-bas, il y a le côté très californien qui fait qu'il faut avancer. Et chacun sa vie. Et moi, j'ai vu des gens dans la rue, nus ou vêtus d'un sac poubelle, errer dans une détresse mentale hallucinante, et tout le monde s'en fout. Et moi, le premier à l'époque. Et mine de rien, ça va quand même travailler, puisque je suis là aujourd'hui, et donc ça veut dire qu'il y a peut-être eu un écho. Et donc je parle aussi en effet de quartier. Il y a un quartier qui s'appelle Skid Row aux États-Unis, qui est un quartier qui a un peu son importance dans le livre, qui est un quartier de sans-abri, qui a été créé dans les années 60-70, mais qui existe depuis 150 ans aux États-Unis, mais officiellement depuis les années 60-70, où la municipalité s'est dit finalement, on va mettre tous les clochards dans le même coin. Comme ça, on va pouvoir s'assurer qu'ils vont bien. Et en fait, c'est devenu un quartier, c'est un favela à ciel ouvert, au cœur de Los Angeles. Donc les rues jonchées de tentes, de bâches et de gens dans une détresse psychologique grave. Au-delà de la détresse, il y a 2 toilettes pour 2000 personnes, je crois. Il y a des associations, évidemment, qui se défoncent, des bénévoles pour essayer d'aider ces gens-là.
Mais le gros souci, c'est la détresse psychologique. Alors justement, Olivier, c'est que Ouais. vous nous parlez de ce Los Angeles Ouais. de la pauvreté, que vous mettez en parallèle du Los Angeles qui brille, Ouais. celui du cinéma. On se rend compte que les paumés sont aussi bien sur les Ah oui. collines que dans les bas-fonds de la ville. Et tous ces personnages qui sont en détresse sont des proies faciles aussi pour le monde des sectes que vous évoquez ici. Dans chacun de vos romans, il y a la psychologie des personnages, mais il y a aussi les ambiances, les univers, les décors qui ne sont jamais anecdotiques, qui sont quasiment des personnages à part entière. Et là, c'est le cas encore, que l'on soit dans une villa hollywoodienne, que l'on soit dans les bas-fonds, que l'on soit dans le milieu de la pègre ou sur les collines de Los Angeles. À chaque fois, c'est parce qu'il y a une résonance avec l'intrigue et avec le rôle des personnages. Complètement. Idéalement, il faut que ça raconte quelque chose. Il y a même des motifs qui sont assez intéressants. Alors là, je vais vous paraître complètement parti. Mais j'aime bien les symboles dans mes livres graphiques. On verra après, parce que j'ai des petits trucs à vous montrer sur Méfiez-vous des anges. Il y a le symbole de la voie, donc la secte, c'est une sorte de pyramide inversée. Et donc ça, c'est l'enquête. Donc Paul mène une enquête, en effet, comme vous l'avez compris. Donc lui, il est à la recherche d'une jeune femme qui s'appelle Linda Richardson et qui, a priori, a intégré l'enceinte, qui est une communauté spirituelle qui est censée aider les gens. Donc Paul, vu que c'est une communauté qui est complètement fermée au monde, qui appartient à un grand groupe religieux qui s'appelle la Voie, qui est un empire énorme, qui existe depuis 30 ans, Paul n'a d'autre choix que de s'infiltrer lui-même, de se faire passer pour un sans domicile fixe et de s'infiltrer dans la Voie. Donc on va découvrir avec lui, aux premières loges, les rites, la construction et le gourou Douglas Fairview de cette secte à ses côtés. L'autre enquête, c'est en effet Sarah à Los Angeles, qui est une flic des homicides de la LAPD, qui est amenée à enquêter sur des cadavres qu'on appelle l'enquête des écorchés, parce que c'est des jeunes gens qu'on retrouve complètement tailladés, impossibles à identifier. Cette enquête va la mener d'abord dans le sillage d'un grand gang de Los Angeles, qui s'appelle la Sombra, qui est aussi un gang que j'ai inventé. Pour revenir au motif. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'enquête des écorchés, Sarah... je réalise que je suis taré. Sarah va découvrir le seul indice qu'elle va trouver, c'est un symbole au pied de l'écorché qui est un serpent en spirale, un peu comme l'Ouroboros, comme que je vous montrerai tout à l'heure. Symbole donc de spirale. De son côté, Paul, lui, va découvrir le symbole de la voie, qui est donc cette pyramide. Et en fait, ces deux symboles sont au cœur du livre, mais s'inversent en fait dans les enquêtes respectives. C'est-à-dire que Paul, lui, va mener un chemin en spirale pour rentrer au cœur de la voie et de l'enceinte et d'aller au cœur des lieux de l'enceinte jusqu'à rencontrer, on va dire, le gourou, qui est quasiment inatteignable. Et elle, Sarah, va faire un chemin pyramidal, vous voyez, des bas-fonds de Los Angeles, des squats avec les toxicomanes. Ensuite, elle va aller dans les banlieues aux mains des gangs, et enfin monter jusqu'aux élites. Et ça m'intéressait de mêler les symboles et tout ça. Donc ça rejoint ce que vous disiez, c'est qu'en fait, j'essaye qu'il y ait une cohérence globale, que tout se réponde dans les bouquins. Est-ce qu'on regarde tout de suite peut-être les visuels? Avec plaisir, on va pouvoir regarder ça. Et après, on reparle de dans un autre des fichier. anges. Il nous reste 10 minutes. 10 minutes, ça va? Vous tenez le coup? Vous êtes sûr, hein? Là, vous êtes sympa, merci. Alors là, on va regarder... On va peut-être voir vos photos de vacances. Voilà, photo de vacances. Dans une jolie C'est hacienda. sympa. Donc ça, c'est des étapes de travail pour créer l'enceinte. L'enceinte qui est donc ce qui m'intéressait, c'est encore une fois pour jouer sur les contrastes, les extrêmes. On a donc cette Los Angeles qui est crépusculaire, qui est très sombre, et de l'autre côté les passages avec Paul qui arrivent dans cette enceinte qui est un lieu solaire, lumineux. Je voulais aller à l'encontre des attentes qu'on pouvait avoir sur la secte en tant que lecteur. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, l'auteur qui fait un bouquin sur la secte, ça va être un lieu diabolique, on va manipuler. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand vous découvrez la secte avec Paul, aux côtés de Paul, vous tombez un peu des nues. Il y a une hacienda magnifique. Donc là, je me suis inspiré de l'architecture hispanique coloniale. Donc, c'est les murs blancs, des gamins qui jouent, des vergers, des vignes, tout le monde qui a l'air heureux, épanoui, ce bonheur apparent. Et je voulais créer un thriller solaire, c'est-à-dire qu'il fait jour, c'est lumineux, c'est éclatant. Et en fait, à travers le parcours de Paul, le malaise va naître de manière diffuse, au gré des pages, au fur et à mesure. Vous voyez. Donc, bon. Bref, ça c'était pour l'ambiance. C'est aussi une autre vision de Los Angeles. Non, ça c'est la vision d'Ohio. Vraiment, ça c'est plus... à côté, enfin qui est dans la les région collines, de Los Angeles, les collines à côté. Mais on est très loin de l'image que l'on a de Los Angeles. C'est pas voilà, ça c'est vraiment l'enceinte, le type de bâtiment qui s'appelle le cœur dans lequel vit le gourou Douglas Fairview.
Voilà, on peut enchaîner. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est les recherches sur les masques. Dans mon bouquin, il y a une sorte de confrérie secrète, je ne peux pas trop en dévoiler, qui s'appelle Ceux de Méhen et qui portent des masques. Et ce qui était intéressant, c'est de créer un masque qui ait une cohérence aussi par rapport au récit. Donc ça, c'est celui vraiment qui est le cœur de mon inspiration. C'est une applique de Giacometti. Et j'aimais bien le rappel avec la méduse. Ouais. Puisque le cœur du récit, c'est quand même l'illusion. L'une des grandes thématiques du bouquin, c'est cette quête d'éternité qu'on a tous et ce refus. Ce besoin d'immortalité, ce refus de la mortalité, on l'a vu à travers la crise du Covid où finalement du jour au lendemain on a compris qu'on pouvait mourir. On le voit avec la crise des EHPAD en ce moment où on préfère cacher nos seniors plutôt que vivre à leur côté. Et plus largement, on le voit à travers plein de choses, les filtres des réseaux sociaux qu'on utilise tous pour ne plus vieillir. Et en fait, c'était le moyen de parler de notre époque sans en parler directement. Et donc, ça colle avec l'idée de la méduse qui, dès qu'on la voit, on devient pétrifié. Et en effet, il y a tout un écho avec Hollywood, puisque je vais vous plonger aussi dans les arcanes et les secrets d'Hollywood et certaines choses qui se passent aussi. Il y a certains traitements en vogue en Californie. La Californie est très, très laxiste sur les traitements, évidemment, les opérations chirurgicales, mais aussi certains traitements d'avant-garde. Un traitement qui s'appelle... IV, qui est un traitement où on fait des injections de placenta ou de plasma pour soi-disant vous ravigorer, vous rajeunir, le laser, la cryothérapie, des choses que j'évoque dans le livre pour ces personnes qui se refusent à s'accepter telles qu'elles sont. Et c'est tous notre cas. Encore une fois, éviter d'être donneur de leçons parce qu'on est tous un petit peu narcissiques. Et parler de cette époque aussi à travers ça. Donc c'était intéressant d'avoir ce motif du serpent, ce motif de la gorgone qui revient dans le bouquin. On enchaîne. Voilà le fameux logo. Donc ça, c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment les premières étapes. Là, on le voit un peu. Les premiers dessins que j'ai faits qui sont vraiment dégueulasses. Toujours un peu dégueulasses encore, là. Cette idée du serpent en spirale qui rejoint le motif. Là, c'est le logo définitif tel qu'il apparaît dans le bouquin. Il y a deux serpents là, mais ça a un sens. Tout est prévu. Et là, pour le truc, c'est le Méhen, qui est un vrai jeu de société dont je me suis inspiré, qui est un des premiers jeux de l'histoire. Un jeu égyptien dont ce qui est intéressant, qui est tellement vieux qu'on a oublié les règles et on a dû recréer des règles. Donc aujourd'hui, les règles du Méhen sont peut-être pas les règles du jeu à l'époque. Et ce jeu a une importance dans le livre et il y a toute cette réflexion sur les pantins et des personnes qui tirent les ficelles et combien on est tous les marionnettes de personnes au-dessus de nous. Ça m'intéressait aussi. Ça lie la confrérie à tout ça. Voilà, on peut enchaîner. Alors voilà, ça c'est le cœur du bouquin. Alors précisons-le, chaque chapitre s'ouvre avec un dessin qui évolue au fil des chapitres. Tout à fait. Inspiré donc de ces croquis. Voilà. En fait, l'idée c'était encore une fois, dans cette idée de cohérence globale, de vous entraîner tout de suite dans une forme de réalité qui est la mienne, j'avais cette envie que chaque partie s'ouvre sur le logo de la voix, la secte, et sur des extraits du livre du gourou Douglas Fairview, pour que d'emblée vous puissiez vous dire ça existe. Là, les récompenses sympas que j'ai, c'est que certains lecteurs ou journalistes me disent j'ai fait une recherche sur Google pour voir si la voix existait. Donc pour moi, c'est vraiment une victoire. Donc il fallait tout de suite que je vous immerge là-dedans. Et j'avais cette envie de créer un logo qui soit cohérent. Donc je me suis inspiré de logos existants de sectes ou de grands groupes. Et en fait, au moment de la sortie du livre, on s'est mis à travailler avec un ami qui s'appelle Gérald Vassen, qui est un designer remarquable, un mec brillant, qui a travaillé beaucoup dans le design musical, qui a accompagné Daft Punk, Kavinsky, ou qui a fait le design visuel d'Indochine depuis 5-6 ans. Donc ça va. J'étais très impressionné de bosser avec lui, j'ai de la chance, parce qu'il n'aurait jamais accepté si je n'étais pas son copain. Et on a travaillé sur le logo de la voix. L'idée, c'était de se dire, au gré des parties, le logo va se transformer. Et en fait, là, on peut avancer. Donc ça, c'est vraiment les premières ébauches. Là, on commence à travailler avec Gérald. Donc vous voyez, il met des mots-clés, tac, tac, écorché, ténèbres, cité des damnés, ombre, lumière, embrasement, qui vont lui permettre de cogiter. On peut enchaîner. Là, on commence à cogiter sur son ordinateur. C'est pour montrer que j'ai pas triché, hein, il y avait vraiment d'ordinateur. On peut avancer. Et voilà. Et là, on voit déjà les 6 étapes de transformation du logo. Et là, on peut avancer. Voilà. Là, tu peux les faire défiler. 1, 2, 3. Vas-y. Voyez. Alors, vas-y, reviens au premier. Donc là, l'idée, c'était qu'à travers cette évolution du logo, vous puissiez peut-être même pas vous en rendre compte,
mais j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu quasiment inconscient, voilà, qui va travailler au fond de vous à travers la lecture. C'est que au début, on a ce logo qui est très accueillant, qui est solaire, qui est vraiment comme ça, il y a un aplat, il n'y a pas de nivellement, tout le monde est le bienvenu. Venez, rejoignez-nous. On enchaîne. Deuxième partie, le chant des ténèbres, toujours être cohérent avec ce qu'on raconte dans le bouquin. Donc là, Douglas, dans son extrait, dit « Vous avez toujours recherché un havre, un refuge où vous soignez de ce mal qui vous dévore. » Donc là, on a l'impression qu'il y a en effet un refuge qui apparaît en haut. Une sorte de pyramide dans laquelle on pourrait entrer, se protéger du monde extérieur qui nous dévore, qui nous fait peur, parce que c'est quand même le discours central des sectes, c'est « Rejoignez-nous, trouvez la paix, trouvez un sens. Vous êtes des élus, mais vous ne le savez pas encore. » C'est toujours plus facile, voilà, dans un monde un peu en perte de repères, de vous en donner. Donc là, on est sur la deuxième partie. Troisième partie, il y a un petit truc qui change un peu. Déjà, les rayons s'étirent un peu, deviennent aigus, c'est pointu. C'est une étude graphique, n'importe quoi. Et il y a cette pyramide qui devient un immeuble. Bon, c'est cohérent parce que ça s'appelle la Cité des damnés, mais il y a aussi cette envie il commence déjà à y avoir un nivellement. On n'est plus tous au même niveau. Là, il y a le gourou, il y a le premier cercle, il y a le deuxième cercle, il y a le troisième cercle. On est déjà dans la secte et on se rend compte que on n'a pas toutes les infos. On continue. Vous voyez, donc là, on continue à voir les rayons qui se répandent, c'est-à-dire, ça y est, l'emprise a été faite, vous avez été pris dans leur joug. On continue. 5 et 6, et là, c'est le logo final, et c'est trop tard. Là, on est sur quelque chose de très tentaculaire, c'est quasiment des pieuvres. Le cercle vous a enserré, et c'est fini. Et ça m'intéressait. Et on continue. Et ensuite, ce qu'on a voulu avec Gérald, c'est quand j'ai fait le teasing du bouquin, c'est très compliqué pour nos auteurs de parler de nos livres et de donner envie de lire nos livres. À part des vidéos, on est devant une bibliothèque et on vous dit « Bonjour, dans mon nouveau roman, je vous entraîne à… » Voilà, c'est toujours un peu difficile de créer un univers en dehors du bouquin, quoi. Donc moi, j'avais l'envie de vous entraîner dans l'univers de la voix sans vous le dire. Donc j'ai commencé à parler du bouquin avec des visuels sans aucune information. Et ce qui était génial, c'est que donc là, c'est vraiment Gérald qui a créé comme un tag sur un vrai bâtiment de LA, je crois que c'est Melrose ou je sais plus où. Et en fait, quasiment personne s'est rendu compte que c'était une création. Les gens pensaient que c'était un tag qui était fait sur un mur. On continue. Là, déjà, on arrive sur quelque chose d'un peu plus bizarre. J'avais mis un extrait du texte de Douglas, et c'est cette idée, voilà. Là, en fait, on voulait donner cette sensation à travers les réseaux sociaux, ce qui n'est pas grand-chose, mais pour les gens qui aiment bien mes bouquins, c'était ce côté, la voix est déjà là, la voix est déjà parmi vous, en fait. Vous vous en rendez pas compte, mais cette secte, elle existe, elle est là. On continue. Vous voyez, donc on est en manifestation, c'est le logo, c'est comment dire, c'est la grande la secte qui c'est vers la lumière. Il y a toute une dichotomie ombre et lumière dans le discours de la secte. On continue. Vous voyez, là on est on est à Manhattan, on est à Times Square, et vous voyez les affiches de la voix qui sont là. Et donc voilà, c'était cette envie de créer un univers un peu étendu qui vous entraîne. Et voilà, c'était un jeu. Encore une fois, ça correspond aussi à toute la recherche que j'avais fait en avant. Et vous allez vous dire, en fait, le mec n'écrit pas de livre, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, on revient au bouquin. Ce sont les images qui ont été diffusées juste avant. Qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Ah, faut qu'on dépêche. Vas-y, Philippe, on y va. Non, mais justement, je voulais peut-être savoir maintenant, avant d'avoir une question de conclusion, si vous-même vous aviez une ou deux questions dans la salle, peut-être sur la construction du roman, sur la façon dont travaille Olivier Bal, si vous vouliez compléter par rapport à ce qui avait été dit. Allez. N'ayez pas peur. J'ai été à votre place. Je sais que c'est intimidant, mais. Merci. Alors, on a déjà pas mal parlé. On va essayer d'être assez rapide. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos rituels d'écriture ? Vous avez parlé un peu de la façon de construire vos romans, mais de vos rituels également. Alors, bien sûr. Alors, je vais essayer de répondre vite maintenant. J'ai compris que je faisais des réponses trop longues. J'en suis bien désolé. En effet, moi, encore une fois, on rejoint l'idée de l'artisanat. Moi, je travaille. Ok. À mon niveau retiré. Tout le folklore que vous imaginez de l'auteur maudit. Je ne suis pas comme Hemingway ou quoi, je ne me réveille pas à 3h du mat à prendre un bon verre de whisky et à imaginer mes histoires. Moi, j'ai mes horaires, rythmés par ma vie, mes enfants. Donc, vous voyez, j'emmène mes enfants à l'école, je fais du sport parce que je suis un peu un confiné volontaire depuis quelques années. Donc, si je m'écoutais, je ferais 20 mètres par jour. Donc, en effet, je fais du sport, ça me permet de me vider la tête. Et ensuite, je travaille vraiment, pause déj, jusqu'à 18h. Souvent, j'ai quand même l'impression, après 4-5 ans de travail, que j'écris mieux le matin. J'ai l'impression que je suis plus du matin et je travaille un peu par ressac. C'est-à-dire que je commence par relire le chapitre que j'ai écrit la veille.
C'est un peu comme une marée. C'est-à-dire que j'ai déjà une première relecture qui est faite sans cesse. Ça me permet de me replonger dans mon personnage, dans mon histoire, dans mon rythme, savoir où j'en étais. Mais j'aime bien relire ce que j'ai écrit la veille parce que ça me permet déjà de faire un premier passage. Et donc souvent, je suis très prolifique le matin. Et l'après-midi, ça peut être peut-être un peu plus du temps que je vais donner à la documentation, à des recherches, des choses comme ça. Une autre question ? Et la musique, dans les rituels d'écriture. Je ne peux pas écrire sans Madame musique aussi. Mais ça, c'est... Est-ce qu'on peut les lire ? Est-ce qu'on peut lire Séparément. séparément les livres ? Oui, complètement. Alors là, l'envie que j'ai, qui est un vrai défi d'écriture à chaque fois, mais qui est assez stimulant, c'est que même si on a le retour de Paul Green sur ces 3 aventures, moi j'ai beaucoup de mal avec ces livres qui vous isolent et avec des notes de bas de page en début de livre ou qui font référence à des bouquins que vous n'avez pas lus. Je trouve que c'est horrible pour un lecteur. Moi, le premier, quand j'ai raté un tome et que les 30 premières pages, on parle d'événements que je ne connais pas, ça m'embête. Donc, je fais tout pour accueillir tout le temps le lecteur. Donc, en fait, Paul est quelque part réintroduit à chaque bouquin et c'est comme un nouveau départ pour Paul à chaque bouquin. Donc quelque part, il se réinvente à chaque livre. Alors, je pense que les lecteurs qui ont lu et découvert les précédents, ils vont prendre du plaisir à retrouver ce vieux Paul qui se patine, qui s'abîme avec le temps. Mais j'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont découvert, notamment avec La Forêt des Disparus. Et maintenant, Méfiez-vous des anges et qui, a priori, ne sont pas du tout paumés. Voilà. De toute manière, vous allez pouvoir... Oui. Oui. Voilà, ma question c'était est-ce que vous participez en fait pour le choix du titre Pour le choix des titres. et des couvertures aussi. Choix des titres et des couvertures, parce que cette êtes, couverture voilà. est rouge. Ouais, cette couverture est rouge. Et oui, Philippe. Parce que j'ai eu une question il n'y a pas longtemps d'un journaliste qui me disait mais alors Le choix rouge, des titres pourquoi le rouge et la collaboration avec l'éditeur. Alors en effet, c'est un travail qu'on fait main dans la main. Maintenant, moi j'ai coutume de dire chacun son métier. Et à partir d'un moment où on crée une relation de confiance avec un éditeur, ça fait écho aussi à ce chemin que j'ai eu avec ces premiers temps dans l'auto-édition, où j'ai aussi réalisé quand j'étais en auto-édition que chacun son métier. Voilà. J'étais débordé par le travail avec les réseaux sociaux, le travail de couve, de correction, et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit j'ai besoin d'un éditeur. Donc maintenant que j'ai un éditeur en qui j'ai confiance, j'ai aussi tendance à dire allez-y, proposez-moi des choses. Mais c'est une discussion. Évidemment, jamais je lâcherai sur un titre. L'affaire Clara Miller, je crois que c'est une discussion qu'on a eue. Et en fait, il y a un truc qui est très intéressant avec l'affaire Clara Miller, et c'est justifié dans le bouquin d'ailleurs, c'est que ça devrait s'appeler l'affaire Mike Steels. Si on suit, on va dire, la manière dont sont traités ce genre d'affaires par les journalistes, alors que moi, ce que j'aimais bien, c'est redonner la parole aux victimes. Voilà. Qui sont souvent oubliées dans ces histoires. Et il y a une sorte d'idolâtrie involontaire des bourreaux. Donc c'était intéressant. La Forêt des Disparus, ce que je trouve bien, c'était le titre de travail, mais ce que je trouve bien, c'est que c'est un titre qui est d'une simplicité totale et qui raconte le livre. Et c'est impossible de faire plus simple et plus précis. Et Méfiez-vous des anges, ça c'est une discussion qu'on a eue avec notre éditeur. Et en effet, vous comprendrez le titre, puisqu'en effet, on parle de notre rapport à la foi, aux vendeurs de chimères, à tous ces gens qui vous promettent monts et merveilles, mais il y a toujours un prix à payer, donc il faut se méfier des anges. C'est un peu le cœur du roman. Les couves, c'est pareil, ça dépend. Je fais des propositions. C'est un ping-pong. Là, sur Méfiez-vous des anges, c'est quasiment la couverture que j'avais proposée. Mais ils ont réussi à la détourner, arriver à quelque chose de mieux. Donc c'est bien. L'affaire Clara Miller, c'était leur proposition, la première couve grand format qui était assez surprenante, assez dérangeante, avec un visage de femme diaphane qui vous fixait comme ça, qui divisait. Mais moi, je trouvais au moins elle avait cette capacité à interpeller en librairie, ce qui est dur, parce que quand il y a un étal de 200 bouquins, comment on fait pour se démarquer? Ce que j'aimais bien avec l'affaire Clara Miller, c'est qu'il y avait cette femme qui vous fixait et vous aviez envie de vous y intéresser. Voilà. Une toute dernière question, puisque Oui. vous pourrez poursuivre l'échange en signature. Paul Green, donc c'est déjà le 3e opus de ses aventures. Est-ce un personnage que l'on va continuer à retrouver? Avez-vous envie de le laisser de côté? Quels sont vos projets pour demain, Olivier Bal? Non, alors Paul, on va lui laisser prendre une petite pause là, parce qu'après 3 bouquins, au terme de Méfiez-vous des anges, qu'il mérite un certain repos. Je pense que c'est bien, je lui dois ça. Puisque voilà, c'est un personnage qui m'est important. Je pense que je veux pas me lasser et lasser les lecteurs en allant trop vite. Je pense que je vais le retrouver, il reviendra, mais pas tout de suite. Là, j'ai besoin d'une pause. Même moi, j'ai envie de me réinventer, de prendre des risques. Donc mon prochain bouquin, ça sera un roman indépendant qui se passera pour la première fois dans nos contrées.
Et c'est la première fois que je m'attaque à un bouquin se passant près de chez nous, donc c'est assez bizarre. Mais c'est un bouquin auquel je tiens, auquel je pense depuis longtemps, qui va un peu sur des nouveaux territoires. Il y a toujours ces mécaniques du thriller et du polar, mais il y a aussi un côté peut-être un peu tragique, une histoire de rédemption impossible, une histoire de fratrie dans un lieu qui m'est très 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 cher. Méfiez-vous des anges, c'est l'actualité d'Olivier Bal, c'est aux éditions XO. Faites-vous partie des quelques 100 000 lecteurs qui ont déjà été séduits par cette écriture. Si ce n'est pas encore le cas, ça tombe bien, les livres seront à votre disposition à la sortie de cette salle. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu découvrir sous un autre angle ce jeune auteur de polar qu'est Olivier Bal. Merci beaucoup, merci de votre patience. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Philippe Chauveau pour la modération de cet échange. Bravo Philippe. Et puis personnellement, je connaissais Olivier Bal, auteur, mais je ne connaissais pas Olivier Bal, showman. Et c'est ce que vous nous avez démontré cet après-midi. Je crois que ce matin, vous avez tellement rigolé qu'il fallait qu'on essaye d'être un peu au niveau, quoi. Ça veut dire... Donc merci beaucoup pour votre générosité dans cette présentation. C'était très agréable. Merci beaucoup.